Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. Donc c'est le 81e épisode de Radio Pléiade. Et bienvenue à Sandrine et à Chafinette et à tous nos auditeurs, car vous allez aussi participer à cette émission, puisque comme vous le savez, cette radio, Radio Pléiade, est une radio collaborative. Alors, et restez avec nous, essayez de rester avec nous, même si nous commençons tardivement cette émission, j'en suis désolé. Désolé pour les couches-tôt et merci aux couches-tard d'être avec nous ce soir. J'ai dû repousser d'une heure le début de cette émission à cause de contraintes fortes d'agenda. Mais restez avec nous car nous allons pousser quelques coups de gueule adressés aux forces de la lumière, en essayant bien sûr de garder notre dignité et notre sens de l'humour. Donc, pour commencer, en guise d'humeur du jour, je vais vous faire une confidence. Je viens d'avoir une révélation récemment. J'ai eu la révélation de ma vie. Je viens de découvrir mon métier, en réalité, après 80 émissions, et bien plus en fait, parce qu'il y a bien autre chose que des radios Pléiades. J'ai découvert le sens profond du mot artisan de lumière. Eh bien, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que je suis poseur de fenêtres d'Overton. Je suis poseur de fenêtres d'Overton, je ne sais pas comment on prononce. Est-ce que vous connaissez ce concept? Ou plutôt déplaceur de fenêtres, peut-être d'ailleurs. C'est une personne en fait qui tâche à déplacer le domaine du possible, du pensable pour le public, pour faire en sorte que ce qui était impensable auparavant le devienne, puis devienne un jour une réalité pour tous. Voilà, donc je suis poseur de fenêtres d'Overton. Donc bienvenue à tous sur Radio Pléiade. Ça, c'était ma petite boutade du soir, mais c'est une boutade qui fait sens. Et sans plus tarder, je laisse la parole au commandant de bord, Chafinette. Chafinette, à toi de jouer. Bon, écoute, Hervé, le monde devient fou. Hein. On est, je crois, au bord d'une guerre mondiale. Enfin, bon, on a un appel de méditation là qui vient de tomber tous les 4 heures là de Cora, nous demandant de prier pour d'espérer la paix. Donc, le monde devient complètement fou, cruel et fou. Bon, en même temps, on est assez fou, nous, pour garder l'espoir. Et justement, pour nous aider à tenir, quoi de mieux qu'un petit peu de dérision, ne plus se prendre au sérieux, advienne que pourra. Voilà, donc là, je me lâche dans le délire total. Donc, je vous fais un petit sketch. Donc, imaginez que vous êtes dans un avion. Donc là, c'est parti, je vais me passer le nez. Mesdames et messieurs les passagers, ici le commandant Cobra. J'espère que vous avez fait un bon voyage à destination de la Nouvelle-Atlantide. Nous amorçons à présent notre descente. Veuillez attacher solidement votre ceinture car nous traverserons de très grosses perturbations jusqu'à la fin novembre, dues au survol des fils de Bélial qui sont en panique totale. Des masques à oxygène ou à tachyon sont à votre disposition. Si réserves de kérosène sont suffisantes à partir de décembre, nous passerons en pleine puissance afin d'atterrir en 2025. Sinon, nous couperons les moteurs et passerons en mode planeur pour un atterrissage douceur qui durera 7 ans et qui nous mènera au port en 2032. Voilà le dernier message en résumé de Cobra que nous allons développer ensemble. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup Chafi. Bon, je sais pas si toi tu as un coup dans le nez, mais bon, mais en tout cas c'est bien sympa. Merci beaucoup pour cette petite introduction. On est tous un peu ivres ce soir, voilà. Donc le commandant de bord nous souhaite la bienvenue. Donc accrochez vos ceintures, ça va secouer sans aucun doute. Donc, alors, je termine les annonces avant de rentrer justement dans le corps du sujet pour dire pourquoi ça va secouer. Enfin bon, en tout cas, où est-ce que nous allons? Les masques à tachyon, ouais. Prochain, donc Radio Pléiade, le mardi 8 octobre. Alors, ne manquez pas ce merveilleux Radio Pléiade, donc mardi prochain en l'occurrence. À 21h, cette fois-ci on commencera à l'heure habituelle. Donc on va parler de liens d'âme et de famille d'âme. Nous allons explorer les liens d'âme et les familles d'âme d'une façon, je pense, beaucoup plus rigoureuse que ce qui a été fait jusqu'à présent, en toute modestie. Et pour cela, nous allons avoir une table ronde d'invités, donc un format d'émission sous une forme de table ronde. Et nous retrouverons notre cher Amel que vous avez découvert donc avec l'émission sur le féminin et le masculin sacré. Voilà. Et il n'y aura pas de Radio Pléiade dans 2 semaines, car nous serons à Padoue pour fêter la nouvelle Renaissance.
Par contre, on fera une émission à notre retour pour vous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé. J'espère pouvoir recruter du monde. Attention, attention, vous qui participez à l'atelier de Padoue, Nouvelle Renaissance, vous allez être peut-être recruté pour participer à l'émission de débrief qui aura lieu à notre retour. Voilà. Ou alors cachez-vous bien si vous ne voulez pas que je vous recrute. Et alors, last but not least, comme disent les Anglais, eh bien oui, Cobra a demandé de méditer toutes les 4 heures. Donc aujourd'hui même, méditation urgente pour la paix au Moyen-Orient. La situation entre l'Iran et Israël s'aggrave. Donc vous avez ça un petit peu partout. Vous avez ça sur Victoria Luminis, mais un petit peu partout. Donc les forces de la lumière nous demandent au plus grand nombre de personnes possible de méditer pour la paix au Moyen-Orient. Donc il y a des supports de méditation qui circulent. Voilà. Et Hervé, toutes les 4 heures, donc 4, 8, 12. Mais donc 4h15, 8h15, minuit et quart, midi et quart, enfin tous les 4, 8, 12 et quart. Hein. Donc que ce soit le matin ou le soir. Très bien. Eh bien, merci pour le complément. Et je ne dis pas prêt pour le décollage, mais je dis plutôt prêt pour la descente, même si elle risque de durer encore un certain temps ou un temps certain, on ne sait pas encore. Mais allez, c'est parti. Et donc, bienvenue encore une fois à Chafi et bienvenue à Sandrine. On n'a pas encore entendu ta voix, Sandrine. Tu nous fais un petit coucou? Et bonsoir à tous. Donc, on est prêt pour embarquer pour la descente finale, n'est-ce pas? Donc, on s'accroche bien et puis on respire surtout. Voilà, bonne soirée à tous. Ouais, voilà. Et n'oubliez pas vos masques à tachyon, c'est très important. Allez, c'est parti. On rentre dans le commentaire donc de la publication qui date de, je ne sais plus quelle date, mais en tout cas c'est la dernière que nous commentons avec quelques jours de retard que j'ai publié sur Révolution Vibratoire le 26 septembre, qui s'appelle Finir le cycle. Voilà. Alors de quel cycle s'agit-il? On va en parler ce soir. Allez, c'est parti. Je cite. Le dernier vestige du réseau négatif tibétain, la base souterraine au nord du Tibet, a été nettoyé et ce réseau a donc disparu à jamais. Voilà une magnifique nouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait une émission qui se révèle déjà obsolète, hein, un Radio Pléiade numéro 78 qui portait sur le réveil des dragons. Voilà, pour ceux qui voudraient comprendre a posteriori qu'est-ce que c'est que tout ce méli-mélo d'Agartha négatif et de dragon. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça a été plutôt rapide et je me réjouis que cette base souterraine donc du réseau Agartha négatif soit nettoyée à jamais. Et donc, il continue la publication en disant « Il ne reste plus que le principal réseau sombre de la surface et sans le soutien spirituel des agarthiens négatifs, le réseau sombre de surface s'effondrerait complètement dans un cycle physique de 7 ans, même si les forces de la lumière arrêtaient de le nettoyer. » Hein, quoi? Mais surtout, ne vous arrêtez pas, je vous en prie, surtout par pitié, ne vous arrêtez pas. On n'a pas envie d'attendre 7 ans. Enfin, je pense que nous sommes tous assez impatients de sortir de ce merdier, même si nous ne sommes pas les plus mal logés à la surface de cette planète. Donc, surtout, ne vous arrêtez pas. Voilà. Et il faut que la descente soit la plus rapide possible et la moins turbulente possible pour reprendre l'image de début d'émission de Chafinette. Donc, et bienvenue donc aux 58 personnes qui nous écoutent. Bienvenue à tous les couche-tard. Est-ce que vous souhaiteriez faire... Oui, vas-y, un petit commentaire. Je voulais dire aux personnes qui nous écoutent en replay sur YouTube notamment que le support de tout ce que nous disons ici, vous pouvez le retrouver sur le site, le blog que tient Hervé qui s'appelle révolutionvibratoire.fr. Et là, vous avez tous les liens, tous les détails. Donc, on vous invite vraiment à y aller parce que ça permet une meilleure compréhension de ce que nous disons ici. Voilà, oh, mais t'es adorable, Chafi, merci, merci. Donc voilà, et cette publication s'appelle Finir le cycle et elle date du 26 septembre. Et même si Cobra l'avait publié quelques jours avant, donc c'est issu donc du blog de Cobra qui s'appelle Portal 2012. Je ne sais plus de quand elle date sa publication, mais quelques jours auparavant. Voilà. Bref, très bien. Alors, donc. 23 septembre, Hervé. 23 septembre. Merci de pallier à tous mes manquements.
Donc voilà, surtout les forces de la lumière, ne vous arrêtez pas. On n'a pas envie d'attendre un cycle de 7 ans, on est bien d'accord. Ça fait suffisamment longtemps qu'on est là, donc on veut passer à autre chose le plus rapidement possible. Voilà. Donc, alors. Encore une fois, mais là, c'est important, cet événement-là. Dis-moi si je me trompe, ça voudrait dire que sous terre, tout a été nettoyé. Ils n'ont plus accès sous terre pour se cacher, les malveillants. Je pense qu'il doit rester des bases de militaires négatifs à faible profondeur. Si on essaye de se remémorer toutes les publications du Contact Cobra précédentes, il disait que toutes les bases négatives au-delà d'une certaine profondeur ont été nettoyées. Là, je pense que ce qui est surtout important dans cette phrase, c'est qu'en fait, c'est le soutien spirituel des agarthiens négatifs qui disparaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, la noirceur de ce monde a toujours été, en tout cas depuis le début de la matrice, mais peut-être même un peu avant, a été toujours entretenue par les plans subtils qui sont sous le contrôle de la matrice, donc plan éthérique, plan astral, plan mental inférieur. Il a été entretenu par de la magie, par des actions dans les plans subtils, et que ce soutien, donc qu'il appelle spirituel, donc des plans subtils, n'est plus là. Il n'est plus là. Donc, tout ce qui soutenait l'anomalie, tout ce qui soutenait la noirceur, l'entropie dans les différents plans éthériques, astral, mental, toute cette entropie qui a soutenu le chaos et qui a accompagné tous les fous de la Terre dans des guerres, etc., tout ceci n'existe plus. Donc, pardon, vas-y. On avait non, mais je t'en prie. Voilà, on avait compris que dans cette base, toute l'élite, donc les familles de noblesse noire et tous ceux qui tiennent la planète et qui ont fait un pacte avec ce diable, allaient justement régulièrement faire des initiations et peut-être des cérémonies et des rituels sombres, justement dans cette fameuse base sous le Tibet. Et c'est de là qu'ils tiraient aussi leur force. Exactement. Donc, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il reste? Je faisais la blague là de pince-mi et pince-moi dans la dernière émission, mais qui est-ce qui reste finalement dans le bateau des sombres aujourd'hui? Alors, donc, on va en parler, mais il reste les pierres noires, hein, souviens-toi, Chaffinette, il reste les pierres noires, des pierres noires mineures, hein, pas la pierre noire majeure qui, elle, a été enlevée et dissoute, mais il a parlé justement de ces pierres noires d'anomalie, j'en ai parlé dans la dernière émission. Il y a sans doute encore des actions de magie noire possibles par la population de surface, même si elle n'est plus soutenue par les agarthiens négatifs, et je pense qu'il est de plus en plus difficile d'opérer de la magie noire à la surface de cette planète à cause du nettoyage progressif des plans subtils et du non-soutien justement spirituel négatif de différents groupes. Je pense qu'il reste aussi pas mal de reptiliens sur les plans subtils et sans doute aussi un certain nombre d'entités qui n'ont pas été nettoyées par les différentes opérations dont il est question dans les messages à l'attention de la résistance. Vous savez, il y avait les plans Pandora, le plan MOS, MO2S, c'est les opérations multidimensionnelles dans le système solaire de nettoyage des entités dans les plans subtils. Donc, je pense qu'il reste encore des résidus, mais en tout cas, voilà, tout ce qui venait, cette force finalement de magie noire qui pouvait venir des agarthiens négatifs n'est plus là. Donc ils n'ont plus la force qu'ils avaient auparavant, notamment pour les attaques. Donc bien sûr, après, les personnes sombres à la surface de cette planète peuvent encore générer du chaos, peuvent encore générer de la souffrance, et tout ceci peut alimenter par notre intermédiaire aussi la noirceur de l'astral et du mental. Si nous rentrons dans la peur, si nous rentrons dans leur jeu, bien sûr aussi par notre intermédiaire, nous pouvons encore continuer malheureusement à alimenter ce louche dans les plans subtils. Mais en tout cas, le gros est parti. Voilà moi l'explication que je voulais donner. Tu voulais compléter peut-être, Chaffinette? Et puis, il reste le conditionnement après toutes ces années de l'humanité, donc à nous des intriqués justement de ce conditionnement qu'on a dû subir. Voilà, exactement. Alors, il continue en disant « Cela signifie que nous arrivons au bout du tunnel et que la lumière peut enfin pénétrer à la surface de la planète. »
Bon, là, je pense qu'il a un petit peu exagéré parce qu'il ne faut pas déconner non plus, hein. On était là, hein, on n'a pas rien fait non plus avant. On était un peu la lumière. On a aussi ancré un peu la lumière. Faut pas déconner. Même si on arrive au bout du tunnel, la lumière, elle pénétrait quand même un peu dans la matrice avant. Bon. Alors moi, je vais quand même faire une petite remarque parce que vous me connaissez. Là, je suis un râleur du monde de la spiritualité. Et j'avais l'habitude de reprendre les gens qui disaient que la lumière a déjà gagné, parce que justement, ça avait un effet très démobilisateur, et je m'insurgeais contre ça, puisque je reste encore convaincu que la mobilisation, notamment pour la méditation mondiale, pour la paix, dont nous allons parler tout à l'heure, reste indispensable. Ceci étant, allez, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin ce soir, et je ne dirai pas que la lumière a déjà gagné, mais même si la victoire de la lumière est garantie aujourd'hui, je pense qu'on peut dire les choses de cette façon, elle n'est pas encore acquise. Je pense que vous comprenez la subtilité et c'est pour ça qu'on vous demande de continuer d'ancrer la lumière et de continuer le travail spirituel. Voilà. Hervé, parce que là, il dit, si on ne fait rien, ils en ont plus que pour 7 ans. Oui, mais pendant ces 7 ans, ils peuvent faire encore beaucoup de mal et de provoquer beaucoup de souffrance. Exactement. Exactement. Donc c'est pour ça que même si cette garantie, cette victoire est garantie au bout du tunnel, elle peut l'être à un certain prix de souffrance pour la population de surface. C'est pour cela que notre mobilisation est toujours nécessaire. Voilà, il ne faut pas démobiliser les troupes, comme dit Marie-Agnès, c'est absolument fondamental. Donc la lumière n'a pas encore gagné, donc restez mobilisés et continuez à ancrer la lumière autant que possible. Alors moi, je vais vous donner une petite anecdote parce que figurez-vous que je commence ici et là à rencontrer des guerriers de lumière qui commencent à se demander mais qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'il n'y aura plus de matrice et que les forces sombres seront éradiquées de la planète et de cet univers. Je suis absolument sérieux. Ils se posent vraiment la question de ce qu'ils vont devenir dans un univers qui deviendrait un univers de bisounours. Certains s'inquiètent déjà de leur avenir quand il n'y aura plus de cause noble à défendre ou de sacrifice de soi nécessaire, comme nous l'avons fait en devenant sapeurs de cette matrice. Mais quel sens allons-nous trouver à notre vie? Alors oui, on pourrait effectivement se dire, on va se promener dans l'univers, mais je peux vous garantir que pour certains, ça suffit pas. Il y en a vraiment qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Tous ces guerriers de lumière, que vont-ils devenir? Je sais pas, vous avez un avis sur la question, Sandrine ou Chafinette? Ouais, j'ai un petit avis, ouais, effectivement. Ben, je pense que non, au contraire, on aura de quoi faire même après. Un guerrier de lumière aspire aussi à la paix. Il n'est pas inspiré par la guerre. Un guerrier de lumière, il a fait face à ses propres ombres pour pouvoir trouver la paix et la sérénité, en fait. Et le propre du guerrier de lumière, c'est retenir son feu pour ne pas arriver à la destruction, en fait, et retenir et canaliser son énergie, en fait, face aux injustices. Et c'est ça, un guerrier de lumière. Et un guerrier de lumière, une fois qu'il y aura l'événement, qu'il y aura la paix d'installer, il sera enfin en vacances. Moi, j'ai cette version-là aussi. Ouais, non, je pense qu'on a tous besoin de vacances, mais une fois les vacances terminées, alors je sais pas combien de temps elles vont durer, 1 an, 10 ans, 100 ans, j'en sais rien, ou 1000 ans peut-être, mais une fois les vacances terminées, mais que vont devenir tous nos guerriers de lumière? Ça, c'est une bonne question. Peut-être devront-ils pointer à Pôle emploi ou aller à travailler dans d'autres univers. Allez donc savoir si jamais on découvre qu'il est resté un lieu d'infection dans un univers parallèle. Allez donc savoir. Mais oui, et puis de la surveillance, ils seront sur leur tour de guet et puis ils veilleront à ce qu'on ne retombe pas à nouveau dans quelque chose de. C'est déjà un boulot, ça. Je suis tout à fait d'accord, ouais. C'est tout à fait ça en plus. Il va falloir faire des vigies en fait, parce que le nettoyage continue même après l'événement. Donc effectivement, tu as tout à fait raison. Voilà, alors certains disent justement, après l'événement, il va falloir tout reconstruire. Enfin, oui, sur la Terre, il va falloir reconstruire. Mais bon, comme il y a un grand tsunami, on va pas passer trop de temps à reconstruire non plus. Mais en tout cas, à la guérison, se reconstruire soi-même, bien sûr. Et puis, il va falloir accompagner aussi toutes les personnes qui auront besoin de cette reconstruction, de cette guérison intérieure. Donc oui, il va rester un petit peu de boulot, à n'en pas douter. Mais bon, voilà, certains se posent déjà la question, mais qu'est-ce que je vais faire après? Bon, moi, je vous avouerai que je me la pose pas. Moi, je pense plutôt à des vacances éternelles et à des voyages éternels. Mais bon, voilà, chacun son trip. Peut-être que j'en ai vraiment trop soupé de cette matrice. Et c'est vraiment pas dans mes préoccupations de me demander ce que je ferai après. Voilà.
Bon, c'était une petite parenthèse. Bienvenue aux 68 personnes qui nous écoutent et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en replay, donc sur la chaîne YouTube Hervé Gaïa ou sur le canal Telegram Victoria Luminis. Allez, on continue. C'était pas une boutade, hein, c'est une vraie question. Les Pléiadiens sont de nouveau beaucoup plus actifs dans le système solaire et ils ont fait savoir qu'ils avaient presque complètement guéri leur traumatisme de guerre. On est content pour eux. De ce fait, ils comprennent beaucoup mieux la situation des travailleurs de lumière de la surface et ont développé une compassion inconditionnelle à leur égard. À la bonne heure. Bon, ok. Alors, vous vous souvenez, hein, les Pléiadiens s'étaient un petit peu retirés du système solaire. Ils avaient poussé sur le devant de la scène les Aldébaraniens et on parlait justement de premier contact avec les Aldébaraniens. Mais voilà, on avait besoin de gens un peu costauds, un peu yang là, pour pouvoir gérer la fin des temps et puis les arrestations massives. Bon, ceci étant, moi je suis quand même content effectivement que les Pléiadiens aient guéri leur traumatisme de guerre, mais enfin, ils sont pas restés 25 000 ans dans la matrice, enfin je sais pas, mais ils ont mis du temps à guérir leur traumatisme. Moi j'ai envie de poser une question, mais combien de temps nous on va mettre pour guérir les nôtres? Vous avez une idée? Réponse. Peut-être long, quand même. Ça arrive. Très heureux d'ailleurs hein, qui guérit, commence à guérir, hein, et puis qui ont de la compassion aussi pour ce que l'on vit sur Terre. Mais nous, il nous reste, on va beaucoup de temps, je pense, aussi à guérir. Il faut un certain temps quand même. Ouais, un temps et c'est bien d'avoir la compassion inconditionnelle de leur part. Non, Dieu, quand est-ce que vous voulez nous libérer cette matrice? Je suis content d'avoir votre compassion inconditionnelle, mais rouillez-vous. On en a franchement marre. Je sais pas ce que tu en penses, Sandrine, mais alors je sais pas si c'était pour maintenant ou pour plus tard, le coup de gueule. Moi, je suis content pour eux. Franchement, je suis content pour eux. Mais maintenant, il faut pas nous oublier. C'est pas juste de la compassion dont on a besoin. On a besoin d'action musclée, immédiate, ici. C'est ça. Voilà. La compassion, c'est bien hein, qu'ils en aient, parce que nous, on en a aussi les uns envers les autres, pour beaucoup. Mais maintenant, il va falloir peut-être qu'ils se bougent un petit peu, quoi. Parce que là, on en a un petit peu marre, autant qu'ils en ont eu marre, je pense. Et la compassion, je pense que ça veut plutôt dire la compréhension de ce que l'on vit, en fait, pour ensuite avoir de la compassion. Parce que je pense que sans compréhension, on ne peut pas avoir de compassion non plus, en fait. Donc, le mot compassion, je dirais plus par le terme, je le remplacerai plus par le terme compréhension de ce que l'on vit, en fait, sur cette planète. À voir, Oui, ouais, à c'est très juste. déterminer. Je sais pas, Chafi, tu as un petit commentaire là-dessus? Ton petit commentaire personnel? Moi, j'ai l'impression que les Pléiadiens, c'est un peu les chouchous. Et nous, on est les cancres là. On oublie un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on leur pardonne. Allez. Ah, tu es trop bonne, tu es trop bonne. Bon, allez, on continue. Bon, en tout cas, on est content pour eux. Merci pour votre compassion inconditionnelle. Et sachez qu'on a aussi de la compassion pour vous, mais ne nous oubliez pas et agissez vite, s'il vous plaît. Allez, je continue. Je cite d'autres preuves indirectes de l'existence de la planète X parviennent aux médias grand public. Les scientifiques ont découvert la deuxième ceinture de Kuiper qui commence à 70 unités astronomiques du Soleil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Donc, alors déjà, je vais vous rappeler que j'avais publié un article sur ce merveilleux site qui s'appelle Révolution Vibratoire. Je pourrais peut-être vous mettre le lien, je vais vous le mettre, voilà, je vais vous mettre le lien dans le fil général, qui parlait justement de cette fameuse Planète X et qui est en fait une ancienne publication donc de Cobra. Et qui disait la chose suivante. Donc, voilà, dans les médias classiques, il y a eu beaucoup de discussions sur la découverte potentielle de la planète X ou la planète numéro 9. Et bien que ce ne soit pas encore une découverte officielle, c'est un pas donc dans la bonne direction. Ça fait partie du processus de divulgation douce. Alors à l'époque, on commençait à en parler, on en reparle à nouveau. Jusqu'où allons-nous aller, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis des décennies, la Kabbale a étouffé cette connaissance sur l'existence de la planète X
Et il y avait un centre justement qui s'appelait le MHPCC, donc ça c'est à Hawaï, un centre qui était contrôlé à l'époque par le groupe Chimère, qui interceptait toutes les données rassemblées par tous les observatoires astronomiques importants du monde entier pour effacer toutes les données qui pourraient conduire directement à la découverte de la planète X, figurez-vous. Donc cette planète X, elle est très loin du Soleil, elle est sur un plan très incliné. C'est ce qui explique justement qu'elle n'a pas été découverte ou publiée de façon franche jusqu'à ce jour. Bon, en plus, bien sûr, de l'effort que faisaient les forces sombres pour effacer toute trace de sa découverte. Et il y a 8 ans, alors un petit peu plus de 8 ans maintenant, donc un scientifique japonais qui s'appelle Patrick Likafka. Ouais, c'est un drôle de nom pour un japonais, mais bon, pourquoi pas. Il a publié un article scientifique qui a prédit l'existence donc d'une planète hypothétique, donc planète X, et qui avait en fait à peu près les caractéristiques orbitales de cette planète X, qui est vraie selon Cobra. Donc son article, bien sûr, n'a pas reçu de couverture de presse internationale parce que cela s'approchait trop près de la vérité. Et les Pléiadiens auraient donné donc à Cobra, donc faites fonctionner encore votre discernement, hein, vous auditeurs de Radio Pléiade en direct ou en différé, hein, sachez que voilà, nous ne prétendons pas vous donner la vérité, en fait travaillez votre discernement, mais donc les Pléiadiens auraient donné des informations sur cette planète X à Cobra en lui disant oui, cette planète X existe bien, cette planète X a un rayon de 7500 km, donc plus petite que la Terre. Elle fait 0,76 fois la masse terrestre, donc à peu près les 3/4 de la masse terrestre en réalité. Et elle a un demi-grand axe de 70 unités astronomiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ce demi-grand axe? En fait, vous savez, c'est les planètes, elles ont elles tracent une révolution elliptique autour du Soleil. Enfin, une révolution. C'est le chemin qu'elle parcourt autour du Soleil, ça dessine une ellipse. Le demi-grand axe, on va dire que c'est la moitié du rayon de l'ellipse, là où elle est le plus large. Et alors, une unité astronomique, c'est quoi? C'est la distance de la Terre au Soleil, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres, à peu près, un tout petit peu moins. Et donc, si cette planète X, son orbite a un demi-grand axe de 70 unités astronomiques, ça veut dire qu'elle orbite à une distance à peu près 70 fois celle de la Terre au Soleil. Donc, elle est 70 fois plus loin que la Terre. Donc, vous imaginez bien qu'elle est quand même assez loin. Et comme elle n'est pas très grosse, ben forcément, on peut arriver à la masquer, surtout qu'elle a une inclinaison de 40 degrés par rapport à l'écliptique qui est par rapport au plan principal du Soleil, voilà, sur lequel se trouve plus ou moins l'ensemble des planètes du système solaire. Donc voilà, donc la planète, oui. De savoir quel est l'intérêt de savoir qu'elle existe. Pardon, j'ai pas. En fait, ça coupe un petit peu chez toi, Chafinette. Je te l'ai pas encore dit, mais j'en profite pour te le dire. Quelle était ta question? Non, je disais, quel est l'intérêt de savoir qu'elle existe? Quel est l'intérêt de savoir qu'elle existe? Eh bien, parce que en fait, c'est lié à l'histoire du mouvement Résistance. C'est une planète sur laquelle qui s'est soulevée à un moment donné justement contre l'oppression de la cabale et des forces sombres, et qui a basculé à un moment donné du côté de la lumière et qui a alimenté le mouvement Résistance à la surface de cette planète. Donc en fait, en réalité, le soulèvement qu'ils ont réalisé sur la planète X, c'est quelque chose qui va être réalisé, qui va être dupliqué sur la planète Terre, pas à la même échelle bien sûr, mais en tout cas, ils ont cette expérience de la libération d'une planète sous contrôle des forces sombres. Est-ce que ça répond à la question? Oui, j'ai cru comprendre que si on l'a survolée, elle est plus ou moins bleue, un peu glacée, bon, forcément puisqu'elle est loin, et on pourrait, si on zoomait un peu dessus, voir de gros rectangles, des vitres, qui derrière se cacherait le mouvement de la résistance, des résistants. Et ben voilà, tu m'enlèves le mot de la bouche. La planète X a un noyau rocheux, un manteau de glace, d'eau et une mince couche de surface de méthane gelé. Donc, et si une sonde spatiale donc visitait la planète X à une certaine distance, elle y trouverait une surface bleue argentée avec des grandes sections lisses et des portions de surface géologiquement dynamiques avec des signes de cryovolcanisme. Alors, ça veut dire quoi le cryovolcanisme? En fait, c'est des volcans qui rencontrent de la glace, en fait, en réalité. Donc, ça s'appelle du cryovolcanisme. Et si cette sonde s'approchait suffisamment, Chafinette, effectivement,
pour que la résolution de ces caméras dépasse 10 mètres par pixel, elle découvrirait de curieuses formes rectangulaires hautement réfléchissantes sur certaines parties de la surface, et ce sont les plafonds de verre des bases souterraines du mouvement Résistance et de la flottille de la Confédération galactique. Voilà de quoi rêver à la planète X. Donc, si vous avez cette possibilité, allez-y, connectez-vous à la planète X et allez la visiter en rêve. Ça doit être sans doute très, très intéressant. Et si vous n'avez pas encore deviné, la planète X n'est pas Nibiru. Nibiru a été un sujet de désinformation de Zecharia Sitchin, sous la base, qui était basé sur des traductions erronées de tablettes sumériennes. D'ailleurs, Zecharia Sitchin n'a jamais maîtrisé la traduction de tablettes sumériennes. Il a fait un gros fake de désinformation. Il a travaillé pour la Kabbale, et ceci a retenti dans les mouvements spirituels pendant des années et des années. Ça parlait d'une planète Nibiru qui s'approchait de la Terre avec la fin des temps, etc. Ça faisait plus ou moins peur aux uns et aux autres. Et c'était une vérité déformée de la réalité de la planète X. Voilà, donc la planète X n'est pas Nibiru, qu'on se le dise. Une réaction ? Hervé, moi j'ai découvert, je ne savais même pas, qu'après la ceinture de Kuiper, donc tous ces cailloux et ces blocs de glace qui gravitent très très loin après Pluton, enfin aux alentours de Pluton, ça c'est la ceinture de Kuiper. Là ils disent qu'ils en ont trouvé une autre encore plus loin et qui correspond avec l'orbite, donc cette planète X serait un peu dans cet deuxième anneau de cailloux qui est Kuiper 2, qui est encore plus loin dans le système solaire. Et j'ai découvert qu'il y avait ce qu'on appelle le nuage de Oort. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est O-O-R-T. Et en fait, c'est même pas un anneau, c'est une grosse sphère de cailloux qui tourne encore, donc qui fait partie du système solaire, puisqu'elle tourne autour du Soleil. C'est comme une sphère, et même en forme de tore, parce qu'elle rentre à un moment sur les côtés. C'est comme si on est dans un énorme fruit, quoi, dont la peau est constituée de ces gros cailloux et ces gros blocs de glace. Donc ça, c'est le nuage de Oort. Et est-ce que cette ceinture de Kuiper 2, elle est encore entre Kuiper et Oort, ou c'est Oort? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on va repositionner un petit peu de vocabulaire au risque de vous décourager. Ouais, c'est un petit problème de connexion, je pense, Chafinette. Je ne sais pas si tu es en Wi-Fi, rapproche-toi peut-être de la box, je ne sais pas, mais ça, chez moi, ça coupe un peu. Alors, un peu de vocabulaire, effectivement, tu fais bien de rappeler ça. Donc, parce qu'il y a beaucoup de mots. On parle de ceinture de Kuiper, on parle d'héliopause, on parle de nuage de Oort ou de Hort, on ne sait pas trop comment prononcer, c'est le nom d'un Néerlandais qui a découvert le truc, donc ça s'écrit O-O-R-T. Alors, en fait, je vais commencer par quoi? Le plus proche, le plus lointain. Allez, le plus proche. La ceinture de Kuiper, finalement, c'est ce qu'il y a de plus proche. Donc, c'est une zone du système solaire qui s'étend au-delà de l'orbite de Neptune. Donc, entre 30 et 55 unités astronomiques. Donc, vous vous souvenez, hein, les unités astronomiques, une unité astronomique, c'est l'équivalent de la distance du Soleil à la Terre, en moyenne. Donc là, la ceinture du Kuiper, c'est au-delà de 30 unités astronomiques jusqu'à 55 unités astronomiques. Donc c'est une zone en forme d'anneau qui est similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais qui est beaucoup plus large et beaucoup plus massive. Et comme la ceinture d'astéroïdes, donc qui est entre la Terre et Mars, et non, oui, c'est ça, oui, j'ai peur de dire une bêtise, elle est principalement composée de petits corps et contient notamment des planètes naines. Vous savez, notamment là, cette planète Pluton qui a été rétrogradée au statut de planète naine, mais aussi Makemake, Oméa également, donc Cobra parle de temps en temps. Et par contre, Eris, dont on a parlé aussi dans l'astrologie de Cobra, c'est un corps qui est situé au-delà de la ceinture de Kuiper. Donc voilà. Donc, mais alors que la ceinture d'astéroïdes est composée principalement de corps rocheux et métalliques, les objets de la ceinture de Kuiper sont majoritairement constitués de composés volatiles gelés comme le méthane, donc c'est un gaz, l'ammoniac ou l'eau. Donc ça, c'est la ceinture de Kuiper, entre 30 et 55 unités astronomiques du Soleil. Et donc là, ce que nous dit Cobra, c'est qu'il y aurait une deuxième ceinture de Kuiper qui commencerait
à partir donc, qu'est-ce qu'il nous disait, de 70 unités astronomiques, c'est ça, du Soleil. Donc voilà, donc une deuxième ceinture de Kuiper. Et au-delà, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh ben, on va être confronté à l'héliopause. Alors l'héliopause, c'est la limite où le vent solaire rencontre le milieu interstellaire. En fait, si vous voulez, tout le rayonnement du Soleil, ça crée une espèce de pression, ça crée un mouvement vers l'extérieur, un mouvement sphérique vers l'extérieur, ça crée une espèce de pression, et arrivé à un moment, la pression de tout ce qui est émis par le Soleil devient égale à la pression de ce qui vient du milieu interstellaire. Et c'est là que constitue une espèce de frontière qu'on appelle l'héliopause, là où finalement les particules solaires prennent leur pause et s'arrêtent et arrêtent leur expansion. Voilà. Cette limite qu'on appelle l'héliopause n'est pas très bien connue, car elle est très difficile à observer, et elle est variable, et notamment fonction des vents solaires. Voilà. Et au-delà de l'héliopause, on va trouver ce que tu mentionnais, Chafinette, donc notamment le nuage de Oort, mais il est aussi fait question du nuage de Hills, H-I-2-L-S. Voilà. Donc, je résume. Donc, en plus des planètes dans le système solaire, qu'est-ce qu'on a? En partant du Soleil et en s'éloignant le plus du Soleil, on a la ceinture d'astéroïdes, on a la première ceinture de Kuiper, on a la deuxième ceinture de Kuiper, puis on a l'héliopause, puis on a le nuage de Hills et le nuage de Oort. Voilà. Donc, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que les forces sombres aussi ont pu se planquer pas mal de temps à pas mal d'endroits, et qu'on a découvert, voilà, par exemple, des chambres de téléportation, par exemple, dans des astéroïdes ou des choses comme ça. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair? Silence. À peu près? À peu près? Bon, personne. Ça va, Sandrine? Sandrine, est-ce que c'est à peu près clair? Oui, ça va, c'est compréhensible. Bon, ok, je te remercie. Je te remercie. Ah, Chafinette, elle est repassée en... Ah oui, d'accord, elle a dû être déconnectée. Oui, oui, tu peux réactiver ton micro, Chafi. Ah, bon. Non, en conclusion, on habite dans un oignon. Hein. Ben voilà, exactement. On habite dans un oignon, effectivement, dans lequel circulent des planètes. C'est un oignon avec des planètes qui circulent à l'intérieur. C'est pour ça qu'on pleure tout le temps. C'est pour ça qu'on pleure tout le temps. Voilà, exactement. C'est une très bonne conclusion. Voilà. Alors, tiens, on peut ouvrir un petit peu les questions pour nos auditeurs. Est-ce que vous avez jusqu'à présent des questions, des réactions par rapport à tout ce qui a été dit? Donc, bravo à tous les couche-tard francophones qui sont avec nous. Alors, sauf ceux qui ne sont pas sur le même fuseau horaire que nous. Ils ont moins de mérite, n'est-ce pas? Encore que. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions? Je vais laisser passer un ange. Un ange passe. Oui, Chiara, nous t'écoutons. Oui, je me lance. Oui, donc tout à l'heure, on a parlé de... Tu t'es posé la question, mais qu'est-ce qui va se passer après? Moi, le guerrier de lumière, je vais être démobilisé. Tu as dit quand même que tu allais faire des voyages. Moi, je pense qu'au contraire, c'est merveilleux ce qui va se passer après. C'est pas un métier d'être travailleur de lumière, c'est une nécessité. On est là en mission. C'est pas... Et après, ce sera magnifique. Après, il faut y penser. À cet âge d'or, on pourra... on pourra déjà on n'aura plus aucune limite pour manifester ce qu'on veut. On pourra manifester tout ce qu'on veut pour nous-mêmes et pour les autres du moment que c'est pour le bien. Déjà dans un premier temps, il faudra aider d'autres qui ne sont pas avancés comme nous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura la deuxième et la troisième vague d'ascension. Donc il y aura un travail pédagogique dans l'amour qui sera formidable. Et puis pour nous, il y aura des choses géniales. On va créer, on va faire une planète magnifique. On va baisser. Moi, je pense qu'à ça. Hein. Franchement. Je ne serais pas désolée de ne plus être mobilisée comme je le suis, d'être dans la souffrance parce qu'on a eu toutes ces attaques. C'est génial ce qui va se passer après, c'est l'âge d'or et l'âge de diamant. Donc il faut, on ne peut même pas imaginer tout ce qu'on aura. Et attends, s'il te plaît, s'il te plaît. On ne peut pas imaginer tout ce qu'on aura et tout ce qu'on aura à faire. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Puis après, pour le système solaire, en fait, c'est des anneaux, c'est des sphères. Non, c'est des anneaux en fait, puisque Est-ce que tout ça est coplanaire? Toutes les planètes connues y compris par la culture traditionnelle, on pense que c'est coplanaire là, les révolutions.
Mais après, les ceintures d'astéroïdes, la ceinture d'astéroïdes et les ceintures de Kuiper, est-ce que tout ça est coplanaire? Ben, ça ressemble un petit peu à des boudins, je pense, enfin des espèces de tores, hein, des tores un petit peu aplatis. Hein, je pense que c'est ça la structure essentiellement. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est sur le même plan? Est-ce que ça orbite sur le même, ou ça orbite sur le même plan? Grosso modo, ouais, ouais, ouais. Mais on trouve des objets erratiques effectivement qui sortent du plan, bah, comme cette fameuse planète X. Elle est largement Oui, sortie hors du plan. oui, oui, bien Après, sûr. non, je crois que il me semble que le nuage de Oort, c'est sphérique, a une structure effectivement plus ou moins sphérique. Il n'est pas plat. C'est Oort qui a une forme de sphère et même une forme de tore avec des prolongements vers l'intérieur, au milieu. Vraiment un peu comme la structure d'un fruit, je ne sais pas, avec une partie charnue à l'intérieur qui rentre vers le centre, qui va vers le centre. J'ai mis une image là sur D'accord, le chat. d'accord. Merci, ben, je regarderai, merci. D'accord. Eh ben merci, merci beaucoup. Merci Chiara pour ta remarque. Tu avais terminé? Oui, 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 ça va, ça va, ça va, ok. Bonne soirée à Ok, tout le monde. super. Ben, je te Bisous, et remercie beaucoup. bisous, et bisous. Et bisous. Ouais, C'est important les bisous. ouais. Euh, je te remercie beaucoup. Ah oui, je voulais dire aussi qu'après, il y aura l'amour quand même. Il y aura, les gens vont retrouver leur flamme jumelle. Il y aura, c'est quand même vachement important. C'est pas de ça qu'il faut. Ça va être génial, quoi. Eh ben ouais. T'en parleras la prochaine fois dans l'émission dans une semaine. Mais ça va être Voilà. merveilleux ce qui va se passer après. Il faut le voir comme ça. Ça va être merveilleux. La comparaison qui m'est venue, bon, désolé, hein, mais quand tu as dit c'est une nécessité d'être guerrier ou travailleur de lumière aujourd'hui, c'est le métier des boueurs qui m'est venu, vous savez. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se reconnaissent comme ayant une vocation pour le métier des boueurs, mais c'est un métier absolument indispensable. Et le jour où nous ne produirons plus justement de déchets, bah, le jour où les forces sombres auront disparu, et ben, le métier des boueurs, il va disparaître. Voilà, c'est comme ça, les métiers, ils évoluent. Donc, et si vous êtes nostalgique de cette période, eh ben on vous surveillera de près parce que on ne veut pas effectivement que l'ombre revienne s'installer dans cet univers quoi qu'il arrive. Et on vous trouvera plein d'occupations super sympas. On va aller vous chercher votre famille d'âme et votre flamme jumelle et vous allez kiffer la vie autrement qu'en faisant la guerre. Voilà, voilà la conclusion Oui, qu'on peut faire. bah oui. Et mon mari ne rêve que d'une chose après l'événement, c'est d'aller contempler la beauté des Pléiadiennes. Ah, mais en fait, parce qu'il connaît pas ton vrai corps en fait. Mais une fois qu'il l'aura découvert, il se détournera des Pléiadiennes assurément. Ça, il Bah oui, préférera parce les que terriennes à ce moment-là. ouais, t'es très tolérante, Rafinette. Moi, j'aimerais pas que mon mec, enfin, s'intéresse trop aux Pléiadiennes. Bon, allez, on dérive, on dérive. Allez, D'accord. merci à vous. On reprend le fil de l'émission. Excuse-moi, je désactive ton micro, Chiara. Alors, on continue la lecture de cette mise à jour. Donc, voilà, on change de sujet. On parle maintenant du processus de désenchevêtrement. Voilà. Et puis, tu as le droit de rêver aux Pléiadiens aussi, Chiara. Enfin, bref, et Chaffinette aussi. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, le processus de désenchevêtrement du rôdeur se poursuit à plein régime. Et il y aura une configuration astrologique très importante le 27 septembre. Eh bien, figurez-vous que c'est derrière nous, mais on va en reparler. Qui a déclenché le processus d'achèvement du cycle de 26 000 ans en amenant l'énergie spirituelle atmique à la surface de la planète pour la première fois depuis 1996. Il s'agira J'adore les commentaires en même temps, mais du coup, il faut que je garde ma concentration tout en parlant et en regardant les commentaires. Il s'agira d'une conjonction exacte de Neptune avec le point médian Uranus-Pluton. Alors, on va vous expliquer un petit peu ça parce que ça n'a pas forcément été bien compris. Mais merci infiniment de mettre effectivement sur le fil général du groupe autour de Radio Pléiade, le groupe Telegram. Donc, un petit schéma pour illustrer les fameux 7 plans auxquels je me réfère de façon très, très, très régulière. Alors, même si ça a l'air d'être... oui, c'est ça. Là, il faut lire de haut en bas. Donc, corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique, corps atmique. Alors, c'est pas complet, mais c'est pas grave. On va en reparler. Alors, justement. Donc, qu'est-ce que c'est que le corps atmique? Alors, première chose, peut-être, une petite référence culturelle. Vous connaissez sans doute le Mahatma Gandhi.
le Mahatma Gandhi, Maha, ça veut dire grand en sanskrit, je pense. Et puis Atma, c'est un petit peu la traduction d'âme, mais on va voir que âme, c'est un concept qui est un peu flou. Donc le Mahatma Gandhi, c'est Gandhi, la grande âme. Et donc, il y a bien le mot atmique dans le mot Mahatma Gandhi. Et donc, en réalité, donc, si on regarde donc, le référentiel que je prends habituellement, donc les 7 plans, mais on ne va pas mélanger avec les sous-plans. Parce que voilà, quand on parle de plan éthérique, typiquement, on est dans un sous-plan du plan physique. Quand on parle du plan causal, on est dans un sous-plan du plan mental. Donc, pour pas parler des sous-plans, rappelez-vous, on a 7 plans. On a le plan physique, qui inclut l'éthérique. On a le plan astral. On a le plan mental, qui inclut le causal. On a le plan bouddhique, qui est le plan des intuitions. On a le plan atmique. Puis, on a le plan monadique et enfin le plan divin. Alors, dans la terminologie, je ne souhaite pas vous perdre, mais vous savez que quand on fait des références au plan, suivant le référentiel culturel dans lequel on est, il y a toujours des noms différents. Donc, je vais vous donner un exemple de noms différents. Par exemple, donc, dans la terminologie théosophique d'Elena Blavatsky et d'Annie Besant, donc inspirée de la mythologie indienne, en fait, le plan atmique correspond au nirvana. Le nirvana, c'est le plan atmique. Donc, c'est le 5e plan en partant du bas ou 3e plan en partant du haut. Au-dessus du plan atmique, donc on a le plan monadique que les Indiens appellent le paranirvana. Donc, c'est encore mieux que le nirvana. Et puis, au-dessus du plan monadique, vous avez le divin. Et puis, les Indiens, ils disent c'est le mahaparinirvana. Mahaparana Nirvana, en gros, c'est encore mieux que le paranirvana, c'est le grand paranirvana, c'est le plan divin. Donc, vous avez donc les 3 plans les plus hauts en vibration de la création, donc dans le référentiel théosophique et indien, qui s'appelle le nirvana, paranirvana et mahaparanirvana. Voilà, donc ça c'est un exemple de comparaison. Dans la Bible et dans l'ésotérisme chrétien, en fait, on parle aussi de corps christique parfois pour représenter le plan atmique. Même si moi j'ai fait quelques recherches pour la préparation de cette émission et certains aussi assimilent le corps bouddhique également au corps christique. Bon voilà, donc vous avez un petit peu tout est mélangé et on a un terme qui est utilisé dans l'ésotérisme chrétien qui est le corps glorieux, le corps de gloire. Et de ce que j'ai lu, donc ce serait l'assemblage en fait du corps causal, donc la partie supérieure du plan mental, le corps bouddhique et le corps atmique. Corps causal, corps bouddhique, corps atmique, tout ça réuni, c'est une espèce de, c'est notre corps glorieux, c'est une espèce de d'âme à l'extérieur de la matrice, parce que c'est justement pourquoi corps glorieux, d'après les chrétiens, parce que ce sont tous ces plans qui ne sont pas accessibles à la matrice, qui sont au-delà de la dualité, non soumis à la dualité, et donc non soumis aux perturbations, aux attaques de la matrice et aux déformations et à la pollution de cette quarantaine terrestre. Voilà. Donc, le plan, alors, je ne sais pas si ça vous aura beaucoup éclairé par rapport au plan atmique, mais voyez-le comme finalement l'interface avec le plan divin. De façon schématique, vous pouvez considérer le plan atmique comme le plan d'interface entre le plan divin et le plan de vos intuitions. Autrement dit, si vous recherchez des intuitions en provenance du divin, eh bien, elles vont circuler par l'intermédiaire, par la médiation de votre corps atmique. C'est votre espèce d'âme sublime. Voilà. Et, je ne sais pas si mes explications vous auront apporté quelque chose, j'espère. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandrine, Chaffinette? Est-ce que mes explications apportent un semblant de clarté? Oui, c'est un petit peu plus technique, mais en gros, c'est ce que l'on fait quand on intègre sa présence je suis, en fait. C'est tout à fait ça. Merci, exactement. C'est le terme qu'il me manquait. Merci beaucoup, Sandrine. Quand on appelle sa présence, on appelle effectivement ses corps supérieurs et notamment le corps atmique. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Sandrine. Peut-être que je suis hors sujet, pardon, je ne maîtrise pas du tout. Mais la monade, elle est dans quel plan? Dans le plan monadique. Voilà. Elle est au-dessus. C'est ce que j'appelais le paranirvana tout à l'heure. Donc, c'est notre âme qui est dans le nirvana, donc c'est le plan atmique, c'est notre corps atmique. Mais au-dessus, tu as encore le paranirvana, donc les monades, et le mahaparanirvana, donc le plan divin. Donc, c'est encore au-dessus tout ça.
Alors, tu sais, parce que dans le PDF que tu nous as partagé, donc extrait d'un lien que nous a donné Cobra, là, dans ce dernier message, de cette dame qui donne un message un peu tous les mois, enfin bon, de ce blog, elle disait que l'âme, c'était un principe féminin et la monade, c'est un principe masculin. Ça te Non. dit? Non, pas du tout. J'adhère pas du tout avec ça. Ah bon? La monade, c'est le plan justement enfin, c'est l'indifférencié. C'est le plan sur lequel se différencient les âmes jumelles. C'est-à-dire que le soi, enfin, il y a un moment pour pouvoir descendre dans les plans, dans les manifestations inférieures, doit se différencier. Et pour moi, ça se fait au niveau du plan monadique. C'est le fameux, vous savez, c'est le fameux mythe de l'androgyne. Donc de la séparation en deux corps, un corps avec expression divine masculine et un corps expression divine féminine. Donc deux parts qui constituent notre soi finalement et qui aujourd'hui, les personnes qui sont à la recherche de leur âme jumelle, de leur flamme jumelle, en réalité recherchent l'autre partie de soi et qui vient de cette séparation, de cette étincelle monadique. En tout cas, c'est l'explication que moi je peux en donner. Hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, bien évidemment, et on pourra en discuter. Mais c'est ce que je pense aussi, en fait. Je le valide comme ça aussi, moi. C'est ma façon de le voir aussi, de toute façon, ouais. Bon, Après, bah, à c'est voir super. pour chacun, hein, mais moi, c'est ma façon de le voir aussi. Ouais. Bon, bah, c'est chouette alors. Alors, donc je vous expliquais le plan atmique. Je reviens sur la publication. Tout ça avait pour but d'essayer de vous clarifier la publication et non pas de vous embrouiller. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit une configuration astrologique très importante le 27 septembre qui déclenche un processus d'achèvement du cycle, ok, en amenant l'énergie spirituelle atmique à la surface de la planète. Ok. Et que ça correspond à une conjonction exacte de Neptune avec le point médian Uranus-Pluton. Alors, maintenant, je vais vous expliquer ça. C'est-à-dire que là, il y a eu des problèmes de compréhension. Bien sûr, il n'y a pas eu de conjonction entre Neptune, Uranus et Pluton. Non, j'ai vu circuler ça dans les réseaux. Non, non, mais Cobra n'a pas dit ça. En fait, vous avez un schéma dans l'article, encore une fois, achever le cycle, donc sur évolution vibratoire, un schéma qu'a posté Cobra, donc qui indique il y a deux courbes. Vous avez une courbe bleu foncé, vous avez une courbe vert, enfin un bleu vert. Une courbe représente le point médian donc entre Uranus et Pluton. Donc le point médian, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde où est Uranus, on regarde où est Pluton, et on trace un segment de droite entre Uranus et Pluton, et on s'arrête à mi-chemin. Et à mi-chemin, c'est ce qu'on appelle le point médian. Et donc, qu'est-ce que dit Cobra? Il nous dit que Neptune se trouve exactement à mi-chemin entre Uranus et Pluton, donc sur un segment de droite, le 27 septembre. C'est ça qu'il nous a dit. Donc, c'est une conjonction correspondant au point médian d'Uranus et Pluton, et non pas une conjonction d'Uranus, Neptune, Pluton. Voilà, donc ça, c'est important à comprendre. Et si vous ne l'avez pas compris, on pourra revenir là-dessus. Voilà. Et donc, que s'est-il passé? Donc, dégoulinade d'énergie du plan atmique ce jour-là, pour des raisons que j'ignore. Mais ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que quand il y a ce genre d'événements astronomiques, astrologiques, c'est super important de faire des méditations parce que pourquoi? Parce que c'est une opportunité puissante pour la lumière, pour faire avancer la lumière, pour ancrer la lumière à la surface de la planète. Mais en plus de ça, c'est une super opportunité pour vous pour avancer dans votre guérison personnelle et parce que les énergies sont particulièrement favorables et parfois suivant les configurations planétaires, donc la musique des sphères est défavorable, donc c'est plus difficile de méditer et d'ancrer la lumière. Parfois, elle est particulièrement favorable. Et ce 27 septembre, elle était particulièrement favorable. J'ai testé pour vous. J'ai été bluffé par, pardonnez-moi l'expression, la dégoulinade d'énergie qui avait lieu. Alors pour moi, c'était le soir. Bon, c'est vrai que je médite plutôt le soir, que j'ai ressenti le soir du 27 septembre, qui me donnait une sensation de type chambre à tachyon. Ce que j'ai observé une dissolution des tensions profondes qu'on peut observer à l'intérieur de soi lorsqu'on fait justement des méditations. Hein. C'est aussi l'objectif des méditations, c'est de dissoudre ces blessures et ces tensions profondes à l'intérieur de soi, et que ce travail se faisait à une vitesse accélérée. Je sais pas, je saurais pas dire exactement, mais pour moi, c'était 3, 4, 5 fois plus vite que ce que j'observe habituellement le soir du 27 septembre. Donc, je valide par mon expérience personnelle cette information donnée par Cobra sur cette
conjonction particulière, donc le 27 septembre. Est-ce que vous avez eu des expériences par rapport à ce 27 septembre? Est-ce que vous avez médité ce jour-là? Est-ce que vous avez ressenti des choses particulières? À vous la parole, hein, que ce soit les co-animatrices ou toutes les personnes qui nous écoutent. Avez-vous eu des ressentis particuliers? Je laisse passer un ange. Oui, Sandrine. Moi, oui, j'ai eu des ressentis quand même assez forts au niveau des vibrations dans le corps surtout. Et comme une impression, moi, de m'enfoncer dans le sol avec des pieds extrêmement lourds et une chaleur dans les pieds phénoménale en fait. Ça avait parcouru tout le corps en fait en descendant. Ça a stoppé au niveau des pieds, mais par contre, j'ai eu l'impression ensuite de m'enfoncer dans le sol et avec une espèce de comme une bouffée d'air pur en même temps. Enfin, c'était assez particulier, mais les ressentis étaient vraiment très forts, oui, effectivement, ce jour-là. Très bien. D'autres réactions éventuellement? Quelqu'un qui ont éprouvé les énergies du 27 septembre, mais encore une fois, hein, franchement, c'est vraiment une occasion. Hein. Pour moi, enfin, j'ai comparé ça à une chambre à tachyon, mais faire une méditation lors de ces conjonctions, c'est vraiment particulièrement puissant. En fait, vous bénéficiez tout simplement des énergies cosmiques qui viennent vous soutenir et qui viennent accélérer votre ancrage, votre guérison, votre montée en vibration, etc., etc. Donc, ne ratez pas ces occasions. Et d'ailleurs, voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent réagir par rapport à cette date. Et d'ailleurs, donc Cobra nous indique donc que cette conjonction déclenchera le processus des grandes configurations astrologiques qui mènent à 2025. Donc là, il nous a donné 2 liens. Donc je vais vous détailler un petit peu ça. Donc notamment, je crois que c'est le premier lien qui est particulièrement intéressant. C'est une personne en fait qui a collecté un petit peu toutes les informations astrologiques données par Cobra. Il en a fait une espèce de synthèse. Donc en fait, on en a parlé aussi, enfin j'en ai parlé dans la dernière mise à jour de situation planétaire sur la convergence des cycles. Hein. Vous savez que 2025, c'est une convergence de cycles, de fin de cycle pour plein de choses. Donc vous avez par exemple alors ce fameux trio magique Uranus, Neptune, Pluton, donc qui se retrouve en configuration non pas textile mais sextile, donc avec 60 degrés de différence vue de la Terre et avec point médian, donc comme on a vécu le 27 septembre. Vous avez des aspects particuliers liés à Sedna et à Uranus. Ouais, merci Chafinette de reposter le lien, c'est super, merci beaucoup. Vous avez donc, on avait parlé lors de la conférence de Phoenix également d'Uranus en conjonction avec Sedna, voilà, qui signifie l'achèvement de l'année platonicienne de 26 000 ans. Donc l'année platonicienne, en fait, c'est le grand cycle galactique, hein, autrement dit, hein, c'est une façon un petit peu jolie de parler du grand cycle galactique de 26 000 ans. Vous avez également Sedna et Alcyone, donc des aspects particuliers entre Sedna et Alcyone. Alcyone qui est le soleil principal des Pléiades, de l'amas des Pléiades, hein, c'est une des 7 sœurs des Pléiades, comme vous le savez. Et d'ailleurs, il est question de proximité de Sedna et Alcyone. Et dans cette fameuse publication, dont on vous a redonné le lien, donc la prochaine fois que Sedna, Uranus et Alcyone seront aussi proches et formeront une ligne droite, ce sera en l'an 14 629. Donc si vous voulez profiter des énergies de Sedna, Uranus, Alcyone, eh ben, c'est en 2025, mais c'est pas en 14 629. Alors, on fera autre chose à ce moment-là. Voilà. Et la prochaine fois qu'ils se rapprocheront l'un de l'autre, ce sera en 27 232. Donc c'est pareil, c'est très très loin. Donc c'est vraiment des aspects planétaires, des aspects astrologiques qui sont particulièrement importants. Sedna, qui se conjugue avec Alcyone, ça se produit une fois tous les 20 000 ans. Et sa signification astrologique, je vous le rappelle, on en a déjà parlé, c'est le retour des Pléiadiens sur Terre. Voilà, sachant qu'Alcyone, encore une fois, est l'étoile la plus brillante des Pléiades. Donc voilà, donc on a tous ces cycles-là. On a le cycle de Sirius A, Sirius B, donc qui est une étoile double, où on arrive justement à l'écart maximum entre Sirius A et Sirius B en 2025.
Donc voilà, c'est un cycle qui se produit, lui, sur une période beaucoup plus courte de 50 ans. Il y a eu une impulsion de Sirius en 1975, donc c'était la dernière fois que le point de séparation était maximum entre Sirius A et Sirius B. Ça a ouvert la fenêtre d'ascension. Et le pouls de Sirius A, Sirius B, donc en 2025, fermera la fenêtre d'ascension. Voilà. Et donc, on a aussi donc la conjonction Sirius-Soleil en 2025 qui a lieu le 6 juillet, à environ 2 heures du matin. Alors, heure EDT, je me souviens plus ce que c'est, mais bon, voilà. En tout cas, plein de choses. Donc, une actualité astrologique pléthorique en 2025. Donc, surtout, ne ratez pas les occasions de méditer pendant ces rendez-vous astrologiques puissants pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, parce que vous travaillez pour la libération planétaire et pour vous-même, et puis voilà, pour la félicité intérieure et atteindre la béatitude. Donc voilà, bon, est-ce que c'est la peine de revenir, de faire une petite synthèse? Donc les sextiles Uranus, Neptune, Pluton, les conjonctions Sedna, Pléiade, Sirius A, Sirius B, le maximum solaire dont je n'ai pas parlé, qui a lieu aussi tous les 10-11 ans à peu près. Et puis il y a aussi l'alignement solstice au solstice du Soleil avec l'équateur galactique. Et qui va se terminer en 2025. Voilà. Donc plein de choses, plein de choses sur le plan astrologique. Voilà. Et belle soirée à ceux qui nous quittent maintenant. Désolé pour cette émission tardive. Voilà. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque dans tout ce que je viens d'être dit par rapport à cette actualité incroyable astrologique que nous vivons actuellement et que nous allons continuer à vivre pendant toute l'année 2025? Et bravo aux 66 participants, c'est exceptionnel. Ça va être trépidant. Personnellement, je suis complètement larguée quand il s'agit d'astrologie. Enfin, je suis fascinée comment ces gens ils ont réussi à comprendre tout ça, d'où leur est venue cette science. Et j'ai du mal à me convaincre que, bon, mais après, c'est possible, hein, c'est plausible, que les astres ont autant d'importance sur notre vie. J'avoue que je suis complètement novice en la matière. Ok, bon, alors je fais un commandement 12-21 pour demander à ce qu'on réserve un cours d'astrologie pour Chafinette lorsque nous serons libérés de la matrice, pour lui faire découvrir les mystères de la musique des sphères. Allez, un cours d'astro. Justement, le Moyen-Orient avait cette science très tôt dans sa culture, et on comprenait tous les principes, justement. Et il y a la guerre en ce moment au Moyen-Orient. Et je vois que Chiara souhaitait intervenir. Tu peux activer ton micro si tu le souhaites, Chiara. Mais non, je ne la vois pas activer son micro, donc tant pis. En tout cas, merci pour la précision. Voilà. Donc, j'étais comme Chafinette, moi je ne comprenais rien à l'astrologie, j'ai une culture matérialiste à la base, hein, et je me disais, mais ça, ces astres, qu'est-ce que c'est n'importe quoi. Mais en fait, il paraît que les astres émettent des champs scalaires, comme nous, et c'est une question d'interférence. Et ça fait des énergies différentes, quoi. C'est de la physique, en fait, si on connaissait ces équations. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est de la physique. Mais c'est une très bonne remarque, Chiara. C'est exactement. C'est pas du tout. Aujourd'hui, on voit. Enfin, on a voulu cantonner l'astrologie à quelque chose d'ésotérique et de fumeux et de bref. Mais en réalité, si on nous donnait accès, notamment à l'étude des champs scalaires, on découvrirait que l'astrologie est parfaitement scientifique et s'explique par des équations mathématiques. Je suis tout à fait en phase avec toi. Ok. Maintenant, je me pose, c'est ce que des champs de conscience, parce que ça interfère avec les consciences, nos consciences, et c'est pour ça que ça influence les comportements aussi. Donc, mais alors, scalaire, il faudrait un peu définir bien ce que c'est, quoi. Oui, alors, on en a parlé, il faut définir ce que c'est. Il faut pas non plus cantonner la musique des sphères ou l'influence de l'astrologie des astres au champ scalaire. En réalité, les planètes, les étoiles, etc., sont des êtres multidimensionnels, tout comme nous. Tout comme nous, ils ont un corps physique, mais ils ont aussi un corps émotionnel, ils ont aussi, un corps éthérique, corps émotionnel, mental, etc., bouddhique, atmique. Et donc, ces champs d'interférence qu'on peut observer sur le plan physique, effectivement, par l'intermédiaire de champs scalaires, on peut aussi les observer sur les plans plus subtils. Donc, en fait, ils agissent aussi sur le plan de la conscience, bien évidemment. Ils n'agissent pas que sur le plan physique.
D'accord, merci, c'est très beau comme explication. Merci. D'accord. Eh ben, merci à toi pour cette belle précision également. Super, merci, merci Chiara. Hervé, Cobra disait que tout ce qui a une forme sphérique, enfin de tore, est vivant. Donc, y compris les planètes et les Bah étoiles. ouais, c'est magnifique. Et les galaxies, exactement. Ouais. Exactement. Et oui, la galaxie est vivante puisqu'elle a une pulsation cardiaque tous les 13 000 ans, comme je voulais seriner plein de fois sur cette radio, et que ce cycle justement de cette année platonicienne se termine avec une pulsation forte et une pulsation faible. Hein, vous vous souvenez, je faisais la comparaison avec le cœur, la pression diastolique et systolique, je crois. Le cœur bat avec une pulsation forte et une pulsation faible à chaque cycle. Et ben c'est pareil pour la galaxie. Il y a une pulsation forte et une pulsation faible tous les 13 000 ans, et donc un cycle complet tous les 26 000 ans avec cette année platonicienne. Parce que c'est aussi un corps vivant que cette galaxie. Et notre Voilà. atterrissage est dû à la grosse systole, là. Le gros boom. Alors, je crois que Cobra a dit que la grande vague de lumière que nous attendons, là, sera une vague mineure, donc une vague plutôt yin. Mais et même malgré ça, ils ont mis en place tout le système des sphères de Dyson pour atténuer sa force, pour éviter que ce soit trop destructeur et pour éviter que la planète Terre ne vole en éclats comme ça a pu déjà exister dans cette galaxie. Donc, a priori, ce sera une pulsation mineure, cette pulsation que nous attendons. D'accord, on ne va pas recevoir la grosse pulsation des 26 000, on reçoit celle des 13 000, la petite. Eh ben, après, je ne sais pas comment ils calculent leur cycle, la fin de cycle. Est-ce qu'ils considèrent que la fin de cycle, c'est la pulsation mineure ou la pulsation majeure? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la pulsation mineure. C'est comme le cœur, ça fait boum, poum, poum, poum. Donc, le petit poum, c'est la fin du cycle du cœur. Poum, 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 poum. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Alors, on continue. Donc, d'ici la fin du mois d'octobre, nous nous trouvons dans un processus de transformation et de purification spirituelle profonde. Allez, venez témoigner de votre processus de transformation spirituelle profonde. Encore une fois, j'ai testé pour vous. C'est pas toujours un moment agréable à passer. La guérison profonde, ça nécessite beaucoup de détermination, beaucoup de travail spirituel, et parfois sortir les poubelles, c'est assez inconfortable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à accompagner ce processus de transformation profonde et de purification spirituelle. C'est très important, sinon vous subissez et vous réduisez aussi votre vitesse d'évolution et vous minimisez votre capacité à conduire les énergies de lumière lors de la percée par compression. Donc surtout accompagné par le travail spirituel, par les méditations, ce processus de transformation et de purification spirituelle. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet à notre émission Radio Pléiade, excellente émission Radio Pléiade numéro 76, qui s'appelle Percée par compression de la lumière et ouverture du cœur, où je mets en relation justement cette fameuse percée par compression de la lumière que nous attendons donc à l'événement, avec l'ouverture du cœur des travailleurs de lumière qui vont justement stabiliser la circulation des énergies à travers la population de surface. Donc voilà, donc c'est très important ce processus de transformation et de purification spirituelle parce que ça nous prépare tout simplement à l'événement. Et plus vous serez dans un état de guérison avancé, plus vous serez à même de participer à cette stabilisation des énergies de lumière. Est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ça? Alors, encore une fois, Chiara, vas-y, je te laisserai en micro gris, ce sera plus simple. Vas-y, tu peux intervenir, Chiara, nous t'écoutons. 1, 2, 1, 2. C'est un petit peu long pour activer ton micro. Ouais. Oui, parce que je ne suis pas très douée. Il y a le terme de triangulation qui est apparu récemment dans nos échanges. Il y a la lumière qui va arriver par le haut, par le bas, ce sera la percée, mais nous, on est la troisième force. Nous, c'est tout autour. Nous on cerne, c'est la troisième force quoi, qui va. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Encore une fois, intervention très pertinente, Chiara, je t'en remercie. C'est ça, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, triangulation, ça désigne un triangle. Mais on va dire que c'est quelque chose qui part de 3 points et qui permet d'encercler quelque chose. Enfin, encerclé par un triangle.
On est très Voilà, important et il faut qu'on ait des vibrations les plus hautes possibles. C'est voilà. pour ça qu'il y a ce grand débat par compassion. Évidemment, moi aussi, j'y pense des fois, la pédocriminalité, aux horreurs qui se passent. Mais on a quand même intérêt, je pense, à essayer d'y penser le moins possible, pour avoir les vibrations les plus hautes possibles et pour être efficace. Et après, tout le monde sera libéré après. C'est un grand débat, hein. C'est un grand débat, il n'est pas tranché parce qu'il y en a qui disent non, on ne peut pas laisser ces gens qui souffrent comme ça, on est obligé d'y penser et on veut faire quelque chose et on veut même avertir les forces de lumière qui ne sont pas suffisamment conscientes de ça, ce qui est peut-être vrai, même si elles le sont un peu plus maintenant. Mais moi, je crois qu'il faut quand même essayer de garder les vibrations le plus haut possible, quoi, d'être complètement pas évaporé, quoi, complètement comme j'essaye de l'être malgré les problèmes que j'ai. Tout à fait. Donc, on va revenir là-dessus. On va revenir sur cet aspect-là. Et justement, Chafi a des choses à nous dire à ce propos. Oui, Donc, restez avec nous. Ça vient un petit peu après. Alors là, en tout cas, merci beaucoup pour ta remarque sur la triangulation de l'ombre. Donc, on l'encercle et on l'annihile justement à partir de 3 points, le haut, le bas, le centre que nous représentons. Voilà. On ne peut pas dire les choses de façon plus simple. Alors je reprends la mise à jour. Donc je cite, donc pendant cette période, donc jusqu'à d'ici la fin du mois d'octobre, hein, une impulsion pour commencer la nouvelle renaissance viendra des plans spirituels. Et c'est pourquoi nous préparons un court atelier. Et alors à l'époque il restait quelques places, mais je peux vous dire qu'il ne reste plus de place pour l'atelier. Donc à proximité de Padoue, donc qui aura lieu le 16 octobre, auquel nous allons nous rendre. Donc il y aura pas mal de francophones qui vont finalement. Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent là-bas. Ça va être super intéressant. Donc pour fêter ensemble cette impulsion de la nouvelle renaissance. Bon, évidemment, seules les personnes participant à l'atelier auront l'emplacement exact de cet atelier. Donc, ce sera un petit peu comme tous les ateliers qu'il a fait précédemment, hein. Vous avez une partie conférence de 10 heures à 14 heures. Et après, après une pause déjeuner, donc de 15h30 à 18h, donc c'est les initiations au rayon qui sont proposées pour ceux qui veulent travailler certaines couleurs spirituelles particulières en lien avec les maîtres ascensionnés ou avec les étoiles, avec certaines étoiles majeures. Voilà. Donc ça va être super, on va s'éclater et on vous révélera quelques petits secrets à notre retour de ce qui s'est passé à cet atelier. Et nous ne reviendrons pas les mêmes, nous serons des personnes différentes au retour de cet atelier, j'en suis convaincu. Voilà, donc en tout cas, on fera une émission spéciale. La date n'est pas encore fixée, mais je vous la promets. Et encore une fois, je vais recruter quelques volontaires pour cette émission spéciale. Voilà. Donc, je ferme le chapitre de l'atelier de Padoue. Si vous le souhaitez d'ailleurs, il y a un petit groupe de discussion, enfin un topic. J'ai ouvert un sujet autour de Radio Pléiade pour ceux qui veulent discuter de l'atelier de Padoue. Et d'ailleurs, Pierina nous a fait une très belle vidéo qu'elle a postée sur YouTube à propos de la Villa dei Vescovi, qui est une villa considéré comme étant le deuxième point mineur du vortex de Venise. Un petit peu, vous savez, comme le vortex de Paris-Versailles, il fonctionne en duo. Donc Paris et Versailles, c'est un double vortex. Venise et Villa dei Vescovi est un double vortex également. Et donc, c'est un lieu particulièrement important, chambre d'ascension et lieu unique à la surface de cette planète. On en reparlera justement à notre retour de Padoue, puisqu'on va essayer de la visiter. Et on vous en dira des nouvelles. On va pas essayer de la visiter, on va la visiter et on vous en dira des nouvelles. Et en tout cas, en attendant, vous pouvez aller voir la vidéo donc qu'a faite Pierina. Voilà. Donc, une réaction éventuellement avant de continuer. Ça va être bientôt pour toi, Chafi, la parole. Oui, Kira, tu voulais intervenir? Ah non, 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 non. Ah, d'accord. Bon, donc ferme bien ton micro, s'il te plaît. Ouais, ferme bien ton micro, parce que sinon, je crois que la personne veut parler quand le micro est ouvert. Merci. Alors, je continue. Tu parlais de double vortex, après, je ne sais pas. Hein. Est-ce que la galaxie ne serait pas aussi un double vortex? Et le disque plat sur lequel nous sommes au milieu, ben, c'est la jonction entre les deux vortex du haut et du bas.
Je pense pas, mais alors attention, attention. Quand on parle de double vortex, il faut savoir que chaque vortex en fait est double en réalité. Il y a toujours un vortex ascendant et un vortex descendant. Et d'ailleurs, enfin c'est comme nos chakras. Hein, vous savez, il y a pile et face. Enfin, il y a il y a la partie, il y a le chakra, il est double. Et il rayonne devant nous, mais il rayonne aussi derrière nous. Donc les chakras sont doubles, les vortex sont doubles également. Donc, si c'est à ça que tu fais référence, oui, d'une certaine façon. Mais là, c'est différent. C'est deux vortex qui viennent se soutenir l'un l'autre, en fait. C'est deux vortex couplés. Donc, si notre galaxie était couplée à une autre galaxie, comme par exemple la galaxie d'Andromède, peut-être qu'on pourrait voir cela comme effectivement deux vortex couplés. Mais bon. C'est ça, parce que ça me rappelle une illustration, tu sais, sur Thrive, là, le documentaire où Nassim Haramein est apparu, et où il représentait justement la galaxie comme comme si qu'on avait comme un, comment, tu sais, les petits gâteaux là, où il y a le donut. Non, pas le donut, justement, les macarons, le macaron, c'est-à-dire tu as un tore par-dessus, un tore par-dessous, et la crème au milieu, c'est la galaxie. C'était représenté comme ça sur Thrive. C'est comme si c'était un double vortex. Bon. Mais bon, peu importe, c'est pas, tu peux passer. D'accord. Pour moi, ouais, voilà. En tout cas, tout être vivant est constitué d'un tore. Hein, c'est ce qui est expliqué dans ce film. Donc, thrive, ça veut dire prospérer, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, c'est un très beau reportage. Je pense que vous le connaissez tous. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un Thrive 2, et où il explique que toute structure vivante, à l'origine, est un tore, en fait. Voilà. Donc, donc une planète, une étoile, une galaxie, un être humain, une fourmi, un microbe, tout a une structure. La structure de vie dans les plans subtils commence par un tore d'énergie. Voilà. Ok, bah merci. Alors on continue. Fermez bien votre micro si vous ne parlez pas. Donc je continue. Je cite: les sources des dragons nous ont communiqué que nous pouvons maintenant nous élever au-dessus des attaques et détourner notre attention des aspects les plus sombres de la réalité qui seront de toute façon décomposés. Ce recentrage est comme un muscle que l'on peut entraîner et qui s'améliore avec la pratique. À cette fin, il est publié la méditation suivante qui peut nous aider dans le processus. Bon, là, vous irez voir le lien si vous le souhaitez, mais j'ai envie de dire qu'en ce moment, la priorité, c'est plutôt la méditation pour la paix, mais bon, peu importe. Alors voilà, donc, élevons-nous au-dessus des attaques, détournons notre attention des aspects les plus sombres de la réalité, qui de toute façon se décomposent. Alors moi, je vais te laisser la parole, Chafinette, mais avant de te laisser la parole, moi, je souhaiterais juste dire que les attaques n'ont plus la vigueur d'autrefois. Et que si autrefois on a pu en souffrir, mais très lourdement, peut-être même jusqu'à la mort pour certains, on peut aujourd'hui les repousser beaucoup plus facilement. Elles glissent beaucoup plus facilement désormais sur notre bouclier magique parce que justement nous bénéficions de cette montée des énergies, nous bénéficions de notre guérison spirituelle, du renforcement de nos corps énergétiques, du nettoyage des plans subtils, de tout un tas de choses. Et donc, c'est pour ça que Cobra nous dit défocalisez-vous des attaques, parce que se focaliser sur l'attaque, quelque part, c'est se trouver une petite excuse pour ne pas faire des choses que nous devrions faire. Par exemple, ou c'est se réfugier derrière un petit ego spirituel qui se dit que oh, je suis tellement important, que je suis tellement attaqué, que vous comprenez pas ma misère, mais pendant ce temps, je ne fais pas mon travail et je ne descends pas profondément résoudre les blessures profondes que j'ai au fond de moi. Donc voilà, donc détournez votre attention des aspects les plus sombres de ces attaques. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils pouvaient faire auparavant. Donc voici le commentaire que je voulais faire et je te donne la parole, Chafi. Quand tu dis qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient, là, enfin, je ne sais pas, sur toi peut-être, ou peut-être sur moi, mais peut-être qu'on serait des privilégiés alors, parce que sur certains, au Moyen-Orient, les attaques, ça y va, là, c'est du broyage, c'est même plus de l'attaque. Donc, je ne sais pas quel était le vrai sens que voulait donner Cobra à cette affirmation-là. Je ne sais pas comment on peut l'entendre. Bon, moi, je l'entends aussi d'une façon un peu différente. Au contraire, je me dis que là, vu les vidéos, enfin tout ce qu'on a, les moyens audiovisuels que nous avons, nous assistons à des massacres. Et nous sommes tous témoins. Avant, ça se faisait en catimini. Maintenant, ça se fait au vu, au su de tous. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont encore
une capacité de nuisance élevée. Et pour que ces gens ne soient pas partis comme ça en vain, en nous détournant l'attention sur eux, moi je veux au contraire utiliser cette opportunité pour justement récolter des preuves concrètes contre ces fils de Bélial, parce que quand le grand Nuremberg arrivera, je voudrais avoir des preuves concrètes stockées sur mes propres ordinateurs qu'ils ne viennent pas nier ce qu'ils ont fait. Enfin, je pense que c'est une opportunité, enfin, c'est triste de parler, d'en arriver à parler comme ça, mais autant exploiter cette souffrance et donc avoir le courage d'aller plonger dedans, même si, bien sûr, et pour les garder en preuve contre ces gens-là qui sont capables de nier devant la source jusqu'à la dernière minute. Si un jour il y a un grand jugement, au moins qu'on ait les preuves, parce que là, il donne à voir et il se lâche. Bon, après, par contre, bien sûr, sur les petites attaques de ci, de là, augmentation de vos impôts, perte de vos libertés, attention, virus par-ci, virus par-là, ça, d'accord, je suis d'accord qu'il faut plus donner d'attention à toutes ces choses qui sont faites sans arrêt pour nous terroriser. Oui, il faut vraiment plus, il faut se mettre au-dessus de ça, mais quand même, il y a des choses gravissimes qui portent atteinte à la vie des gens et qui créent des souffrances énormes. Moi, j'ai personnellement du mal à m'en détourner et au contraire, je veux essayer de faire quelque chose et témoigner. Après, bon, Chiara, je sais qu'elle n'est pas dans cette... elle comprend, mais elle préfère rester dans les énergies positives. Comme elle disait, c'est un grand débat entre nous. Et ben moi, pour conclure, je dirais, il faut de tout pour faire un monde. Enfin voilà. Donc je voulais un petit peu, euh, enfin j'ai trouvé que peut-être que les propos de Cobra étaient un peu abrupts et manquaient de précision. Oui, il aurait pu ajouter, tant que c'est possible, évitons de donner d'énergie et de nous détourner tant que c'est possible. Mais il manquait un petit quelque chose par rapport à ce que je disais. Voilà. Très bien, merci beaucoup Chafinette pour ton commentaire. Effectivement, moi j'ai commenté plutôt l'aspect énergétique des attaques. Toi, tu as commenté plutôt l'aspect physique des attaques, mais effectivement, les attaques physiques, malheureusement, restent une réalité sur les conflits au Moyen-Orient, sur les conflits en Ukraine. Et on n'arrête pas de le répéter, bien qu'il y a une certaine fraction de la population spirituelle qui dit que ces conflits n'existent pas en réalité, que ce n'est qu'une illusion. Et tout ceci, bien sûr, dans le but de vous démobiliser, encore une fois, mais vous connaissez mon discours sur ce sujet. Donc oui, il y a encore des aspects sombres par rapport à ces attaques, sur l'aspect physique notamment. Bon, je parle même pas des impôts, mais en tout cas sur l'aspect physique, mais en tout cas sur l'aspect énergétique, je pense que vous avez vraiment beaucoup d'outils à votre disposition pour parer tout ça et faire glisser et activer votre bouclier magique lorsque c'est nécessaire. Voilà. Et je fais un petit clin d'œil au passage à Fabien, avec qui on va faire justement, c'est l'une des personnes qui participera à notre table ronde la semaine prochaine sur lien d'âme et famille d'âme. Et en préparation de cette émission, on en a un petit peu discuté, parce que je sais que lui a conscience de ses attaques. Mais voilà, encore une fois, moi je pense qu'il faut se défocaliser de cela et peut-être tout simplement se convaincre que nous sommes désormais plus forts que cela pour les rendre inopérantes, en tout cas pour les attaques énergétiques, mais tout ce que tu as dit sur le plan physique, bien sûr, reste vrai, Chafinette. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Mais le mur en face de nous, c'est pour moi, je suis désolé, hein, je suis un petit peu un perroquet sur ce sujet. Ceux qui me connaissent, ce n'est pas les attaques, mais le mur en face de nous, c'est notre guérison personnelle. Et j'en suis fermement convaincu. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à affronter, c'est votre démon intérieur avant tout. C'est votre guérison personnelle. Les attaques ne sont plus l'élément majeur qui se trouve en face de vous, en obstacle face à vous. Oui, Chiara, tu souhaitais peut-être intervenir. Je vois que ton micro Oui, est ouvert. je pense qu'il parlait de notre sphère d'action personnelle. Maintenant, on est libre. On est libre pour. Il y a plus d'obstacles aux manifestations qu'on veut à faire aboutir nos désirs dans notre sphère. Enfin, Oui, c'est ça. chacun sa Donc, sphère. ça méritait peut-être une explication un Ouais. peu plus précise. Voilà. Bon, ceci dit, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, il faut quand même.
Moi, je pense que le plus important, c'est de faire advenir l'événement avec les moyens dont on dispose. On a chacun un pouvoir, enfin, là-dessus. Et enfin, tu sais, de toute façon, c'est une discussion qu'on a déjà eue, puis on devine chacun parce qu'on est double. Moi aussi, je suis comme toi des fois. Quand j'ai lu, par exemple, je parle pas du Moyen-Orient, mais quand j'ai lu, par hasard, je suis tombée sur le témoignage d'Hélène Palos, bah, j'ai replongé dedans, quoi. J'ai pas dormi de la nuit, on est double en fait, puis toi aussi, des fois tu oublies, je pense, et tu as t'as des moments où tu oublies, enfin je pense, où tu es exubérante, tu es dans des hautes vibrations, tu as tout oublié. Mais je pense quand même qu'il faut essayer de travailler sur soi, et bah, c'est mon point de vue, hein, et qu'il faut faire advenir le plus rapidement possible l'événement pour que ces gens soient libres. Et puis il faut pas, moi je suis pas dans la vengeance personnellement, je pense pas, c'est les procès, les Nuremberg 2, tout ça, moi je m'en moque, je m'en fiche de ce qu'il adviendra d'eux, ça me touche pas. Moi, je veux faire advenir l'événement pour moi, parce que c'est vrai qu'on pense à soi, et puis pour les autres, pour tout le monde. Et le jour enfin, où ils vont, parce que ces guerriers de lumière, ils vont finir ils se montreront peut-être pas, parce que nous, on sera peut-être en verrouillage mondial, on les verra peut-être pas. Mais un jour, ils vont arriver, ils vont terrasser les autres, et puis tout le monde sera libre. Gaza sera libéré. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire advenir le plus vite possible, dans l'intérêt de tout le monde. Et éviter de penser à la vengeance, parce que tu baisses tes vibrations. C'est des diables, c'est des monstres, mais tant pis, moi ça m'est égal, je m'en fous, ils ne m'intéressent pas, personnellement. Voilà. Ok, merci Chiara. Et droit de réponse pour Chafi? Ferme ton micro, Chiara. Vas-y, Chafinette, droit de réponse par rapport à ça. Je sais que c'est une vision qui vous oppose, mais il y a aucun problème. Hein, chacun sa vision, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tu voulais réagir? Le Oui. problème, Chiara, c'est que tu n'auras pas, enfin, on n'aura pas la nouvelle Atlantide tant que ces êtres-là dégénérés sont là. Donc, ça implique procès, ça implique arrestation, ça implique Ganymède, ça implique Soleil central galactique pour ceux qui sont irrécupérables. Je suis désolée, il faut. Moi, si tu veux, pour supporter ce témoignage que je fais à travers mon canal, les témoins pour la source sur Telegram, où je recueille tous les jours les preuves de destruction qu'ils font subir à l'humanité, c'est que j'ai développé vraiment mon aspect masculin, mes énergies masculines, et peut-être les énergies qu'ont les médecins ou les infirmiers dans les urgences quand ils sont face à la souffrance ultime et qui gardent leur sang-froid, et que quand ils rentrent chez eux, ils arrivent à dormir, ils arrivent à manger. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux, et je fais des efforts tous les jours pour essayer de leur ressembler, et pour avoir un petit peu, j'ai développé un peu mes énergies aldébaraniennes, voilà. Ou même si au début ça n'a pas été facile, mais finalement j'y suis parvenue, j'ai réussi à avoir les deux faces, euh, la confiance, et puis plonger dans l'extrême souffrance pour pouvoir en témoigner. Pour moi, c'est possible. Mais après, on n'est pas tous fait pareil, et chacun est à sa place. Mais je pense que chacun est nécessaire. Voilà, les prêtres qui vont garder la lumière, ancrer la lumière au maximum sont nécessaires. Et les plus guerriers, les plus eldébaraniens, comme je voudrais être maintenant, sont nécessaires aussi. Très bien, merci. Bon, on va peut-être en rester là. En tout cas, merci pour ces deux points de vue exprimés. Je vois que Plume Aken a levé la main. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, mais tu peux activer ton micro si tu le souhaites, si tu veux intervenir. Et je te laisse quelques courtes secondes pour réagir, pour activer ton micro. Et sinon, je vais continuer parce qu'on a encore plein de choses à dire. Et on va finir tard. Ouh là là, je vais me faire gronder. Non, Plume Aken n'active pas son micro. Alors, c'est parti, on enchaîne. On enchaîne sur quoi? On enchaîne sur le fait que, voilà, je cite, la période entre aujourd'hui et le 22 novembre est le moment de triangulation finale de la dualité. Voilà, on a parlé de la triangulation tout à l'heure, donc ça y est, ça c'est classé, qui amènera beaucoup de choses à l'achèvement. Donc ce processus se fera énergétiquement à travers la deuxième lune de la Terre. Alors bon, je sais qu'il y en a un peu qui ont un peu gambergé là sur cette histoire de la deuxième lune de la Terre. Bon, je sais pas, moi j'ai pas réagi plus que ça. Ouais, voilà, c'est ça. Merci pour l'image postée encore une fois sur le groupe Telegram. Donc de quoi il est question? Donc la Terre aura une deuxième lune pendant environ 2 mois cette année. Un petit astéroïde donc qui commence à orbiter autour de la Terre, mais de façon un peu erratique. Hein, il fait le tour et puis il s'en va. Un petit tour ou 2 petits tours et puis il s'en va.
Donc, il a été découvert en août et devrait devenir une mini-lune tournant autour de la Terre, donc entre le 29 septembre et le 25 novembre. Voilà. Donc ça, c'est pas la première fois que ça arrive hein, en réalité. Bon, je sais pas si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez aller faire des petites recherches sur Internet. Donc, et après son départ, justement, il restera près de la Terre, donc ce petit astéroïde, pendant quelques mois en faisant son approche la plus proche à nouveau le 9 janvier, pardon, non, du 9 janvier à mai 2025, je crois. Enfin bref. Et puis après, il quittera définitivement le voisinage de la Terre. Voilà, donc c'est comme quelque chose qui arrive finalement de temps en temps, des astéroïdes, et qui sont d'ailleurs très surveillés pour éviter, pour s'assurer qu'ils ne vont pas rentrer en collision avec la Terre. Et ces astéroïdes sont happés littéralement par l'attraction terrestre, et donc font un, deux, trois petits tours, et puis s'en vont. Donc c'est ça, cette lune temporaire. Alors peut-être qu'il y a peut-être une chambre à tachyons, peut-être qu'ils nous ont installé, hein, on ne sait pas, les forces de la lumière, des choses spéciales sur cette petite lune. Allez donc savoir, qui fait qu'elle va jouer un rôle particulier pendant cette période. Voilà. Alors j'enchaîne, hein, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. En novembre. Hervé, excuse-moi, mais tu parlais de triangulation tout à l'heure avec Chiara. Là, on a aussi un exemple que Cobra cite en tant que triangulation contre les forces sombres pendant ces 2 mois, pendant ce passage. Donc, je suppose triangulation entre la Lune, la Terre et cet astéroïde. Et on va à nouveau encercler à 3 ces forces sombres. Bah, c'est une très bonne remarque, hein, merci. Heureusement que vous êtes là pour pallier à mes défaillances, mais c'est un bel exemple effectivement de triangulation. Très bonne remarque. Merci, merci Chafi. Alors, je continue. Donc, en novembre, de nombreux événements énergétiques extrêmement importants se produiront. Après la crise géopolitique de la première moitié de novembre, bon, bah, c'est lié évidemment à l'élection américaine, hein, vous l'avez compris. Pluton fera son entrée finale dans le Verseau le 19 novembre, un grand pas symbolique donc dans l'ère du Verseau. Puis, le 22 novembre, la porte du 11-11 atteindra son achèvement final. Alors, donc encore des dates intéressantes. Je pense que ça sera intéressant de méditer à ces dates en particulier, donc le 19 et le 22. Hein, retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Profitez de ces dates pour faire des méditations spéciales, pour booster votre évolution et l'ancrage de la lumière. Par ailleurs, le 24 novembre, une opération très importante des forces de la lumière sera achevée. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Le 29 novembre, un cycle puissant sera achevé, ouvrant la voie aux percées de décembre et janvier. Pendant tout ce temps, les forces obscures peuvent essayer d'intensifier les choses, mais nous devons rester connectés à notre moi supérieur et maintenir la lumière. Ah, je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont allés se coucher. C'est bien compréhensible puisqu'il est 23h30. Donc, autrement dit, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Ouvrant la voie aux percées de décembre et janvier. Alors ça, c'est très intéressant. Allez, je me lâche. Je sais que ça pourra m'être reproché après, mais j'ai ouï dire que décembre et janvier pourraient être des opportunités pour l'événement. Mais comme vous le savez, tout ceci dépend bien évidemment de beaucoup de facteurs, de beaucoup de factions, et dépend beaucoup de vous également. Et c'est pas du tout pour vous culpabiliser, mais en tout cas, nous avons passé une opportunité sur juillet de cette année. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je crois en avoir parlé. Nous avons passé une opportunité pour l'événement. Ça veut dire quoi, opportunité pour l'événement? Ça veut dire justement des configurations stellaires ou planétaires particulièrement favorables. Et donc, en fonction des développements qu'il peut y avoir à la surface de cette planète, en fonction de l'implication, de l'engagement des travailleurs de lumière, il pourrait y avoir un événement à ces dates-là. Mais ne dites pas que je vous ai donné une date. Et ne dites pas que je vous ai donné un faux espoir. Je ne donne pas d'espoir, je vous dis juste engagez-vous, rengagez-vous. Et tant que vous ne serez pas engagé à 100% dans votre travail et dans votre guérison, eh ben, peut-être qu'il manquera un des facteurs justement pour cette libération planétaire. Voilà, faut pas rater décembre et janvier. Donc voilà le petit commentaire que je pouvais faire par rapport à cela. Est-ce que vous souhaitez compléter éventuellement? Non. Sinon, un auditeur, hein, n'hésitez pas à lever la main.
Les auditeurs vont nous quitter petit à petit puisqu'il va être l'heure de se coucher. Le marchand de sable est passé. Alors, je vais continuer à ce moment-là. Donc, Cobra, Cobra, en fait, nous a donné une image avec des montagnes glacées, des montagnes couvertes de neige, avec un texte qui est le suivant. Nous amènerons la lumière. Nous n'avons pas besoin de lutter contre eux. Nous amenons juste la lumière et la lumière fera tout ce qui doit être fait. Et ça rejoint un petit peu tous les commentaires qu'on a eus tout à l'heure sur le fait de ne plus chercher à se focaliser sur les attaques, simplement rayonner sa lumière intérieure. Et pour rayonner sa lumière intérieure, eh ben, il faut faire son travail intérieur. Et en rayonnant notre lumière intérieure, la victoire se fera d'elle-même sans avoir besoin d'entrer dans quelque lutte que ce soit. Donc ça, c'est un message que j'estime aussi particulièrement important. En 2025, un processus de décomposition de l'ancienne réalité d'une durée de 7 ans débutera. Donc, on va faire revenir le commandant de bord. Ce processus de 7 ans impliquera de nombreux sextiles exacts, Neptune, Pluton. Donc, je vous rappelle, hein, c'est quoi un sextile? C'est pas un sextoy, hein, attention. Un sextile exact, j'ai rien dit. C'est 60 degrés entre les deux planètes. C'est ça un sextile. Un angle de géométrie sacrée, donc dans l'espace, pour créer un schéma d'interférence positif, vu de la Terre, un angle de 60 degrés. C'est un aspect favorable qui se produit donc lorsque deux planètes sont à environ 60 degrés l'une de l'autre. Il représente une opportunité une opportunité de quelque chose puisque les énergies sont favorables. Donc, nous allons avoir… C'est des 6 alors. Hein. Oui, quelque part. Ben, c'est le nombre de la déesse. C'est le chiffre de la déesse. Le nombre détourné, voilà, c'est le nombre qui a été détourné. Qui a été détourné par les forces sombres. Ils adorent détourner les symboles. Donc, alors justement, donc, il parle de plein de dates qui s'égrènent là entre 2026 et 2032. Donc, juillet-septembre 2026, juin-octobre 2027, juin-novembre 2028, mai-novembre 2029, mai et décembre 2030, avril 2031, février 2032. Donc, plein de sextiles qui se succèdent dans le ciel donc pendant ces années à venir. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, un processus de décomposition de l'ancienne réalité. Pardon Hervé, ce sont des spécialistes en détournement d'avion puisqu'on est en mode aéroport. Ouais, voilà. Donc notre commandant de bord, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Ah, ça va, moi je vais mettre les gaz à fond, vous inquiétez pas, le kérosène, il y en aura. Et 2025, hors de question que je reste encore 7 ans dans le cockpit. Voilà. Bon allez, je grille la fin justement, juste pas pour pas vous effrayer, hein, pour ceux qui veulent aller se coucher justement sous de bonnes augures. Je grille la fin de la mise à jour. Il nous dit à la fin de la mise à jour, tout cela n'implique pas que l'événement se produira aussi tard qu'en 2032, car la date de l'événement doit rester encore confidentielle. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc n'oubliez pas de co-créer. À part votre travail, cette date de l'événement, mais ça ne veut pas dire que nous allons encore devoir faire une descente avec notre commandant de bord, notre cher commandant de bord pendant 7 ans. Voilà, puisque les forces sont agissantes. Très bien. Pas d'autres commentaires? Oui, Chiara, peut-être. Oui, mais c'est majeur le dernier mot, que la date de l'événement doit rester confidentielle, mais ça veut dire qu'ils la connaissent maintenant. Après avoir dit pendant 10 ans, on ne sait pas, on ne peut pas dire, ça dépend c'est multifactoriel et plus que ça encore. Mais non, ils ne la connaissent pas. Non, ils ne la connaissent pas. Doit rester confidentiel, ça veut dire que c'est connu, que enfin, avec les lignes de temps se croisent tellement, enfin, je ne sais pas, ils doivent savoir quand, ils doivent avoir une idée de quand maintenant. Ah oui, une idée de quand. Là, je suis d'accord avec toi, mais ils ne connaissent pas la date exacte. Mais je suis d'accord avec toi, ils doivent avoir une idée de quand, je sais pas, une plage de temps. Enfin, à mon avis, il y a plusieurs fenêtres temporelles. On parlait tout à l'heure de décembre et janvier. Il y a plusieurs fenêtres temporelles sur lesquelles pourrait se passer l'événement. Quand on dit secret ou confidentiel, ça veut dire que certains connaissent, que certains savent. Écoute, libre à toi de prendre cette interprétation. C'est la première fois qu'il dit ça. Peut-être.
Et c'est très positif. Et c'est très positif. Ah. Ok, je continue. Ouais, je continue. Alors, donc, à la fin de ce processus, donc en 2032, si on est encore là, on sera peut-être tous déjà partis sur une planète aldébaranaise, hein, on ne sait pas. Souvenez des mises à jour précédentes. D'accord. Pierina nous dit aussi, je pense qu'ils connaissent la date. Oh, les petits coquins, ils ne nous disent rien. Bon, bref, à la fin de ce processus, en 2032, un économiste bien connu, Martin Armstrong, prédit que le système tel que nous le connaissons n'existera plus. Alors oui, il en a déjà parlé pour ceux qui étaient à la conférence de Paris en décembre 2022, Martin Armstrong, il nous en a parlé, il nous a montré des schémas. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs sur les publications que j'ai faites sur évolution vibratoire. Donc c'est quoi le lien qu'il nous donne? C'est un lien, c'est une interview dont le titre est « La grande réinitialisation échouera et tous les gouvernements s'effondreront d'ici 2032 ». Donc l'économiste Martin Armstrong a simulé les cycles civilisationnels et propose ainsi des prédictions très similaires à celles de Cobra. Il nous a montré donc une courbe d'effondrement pour 2025, alors que moi j'ai pas pu retrouver, mais il nous a aussi montré une courbe comparable d'effondrement pour 2032-2033. Voilà. Et je me souviens que dans l'audience, une question avait été posée sur le fait que Martin Armstrong prévoyait un effondrement pour 2032 et non pour 2025. Ce à quoi Cobra a répondu que le scénario d'effondrement pour 2025 faisait aussi partie des scénarios envisagés par Armstrong, mais probablement qu'il a été nettoyé par les forces sombres sur Internet, parce que comme vous le savez, la plupart des sociétés d'hébergement d'Internet sont entre les mains des forces sombres encore aujourd'hui. Voilà. Donc, même si on parle d'effondrement pour 2032, il pourrait très bien avoir lieu en 2025. Gardez la foi, restez mobilisés. Et donc c'est un lien en fait qui nous donne aussi, c'est un lien vers Rumble. Donc il faut avoir un VPN pour pouvoir voir la vidéo, parce que comme vous le savez, Rumble est interdit en France. Et on a fait une émission Radio Pléiade numéro 50, si vous voulez connaître toutes les ficelles du contournement de la censure, et notamment, par exemple, on parle de VPN. Donc, voilà. Pardon, je t'interromps sur Rumble. Alors, moi, j'ai Rumble, mais en fait, effectivement, quand on me donne un lien, par exemple, là, Cobra a donné un lien sur Rumble, là, effectivement, j'ai un message comme quoi je ne peux pas y accéder parce que la France ne veut pas. Mais quand je vais moi-même volontairement toute seule, enfin sans lien, sur Rumble et que je tape, par exemple, Martin Armstrong, je vois ça, j'arrive à rentrer sur son interview. C'est-à-dire qu'il faut juste pas y aller par lien, mais si vous allez directement, chez moi, ça marche. Je vais sur Rumble, je tape Alexis Cossette, je tape qui je veux, je les retrouve. Mais tu as un Mais pas par VPN. Tu as un non. VPN. Ben non, j'ai pas de VPN. Non, j'ai juste Rumble. J'ai pas de D'accord. VPN. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, faites l'essai. Tu habites bien en France, en France métropolitaine. Ben oui, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, d'accord. Ok, non, mais ok, très bien. Autant pour moi. Bon, pour moi, il y avait des restrictions qui avaient été posées sur Humble, mais à voir, effectivement, à voir. Ou alors, tu as peut-être un VPN sans le savoir, ou tu utilises Brave, peut-être. Tu utilises un navigateur qui inclut déjà de base un VPN et tu t'en rends pas compte. Tu fais du VPN sans le savoir. C'est aussi. Non, parce que quand on me donne un lien, par exemple le lien sur Cobra, là, sur le message de Cobra, le lien, j'ai pas pu ouvrir la vidéo. Il m'a marqué que c'était censuré. J'aurais eu un VPN, même avec le lien, j'aurais pu y aller. D'accord? D'accord. Ok, très bien. Bon, bah merci pour la précision. Bon, donc quand on veut, on peut. Voilà, c'est la conclusion. Merci Chafi. Donc voilà, par rapport à ça, donc par rapport à cet économiste bien connu, Martin Armstrong. Sinon, il nous dit également que selon certaines sources, vers 2032, encore une fois, le champ magnétique de la Terre tombera en dessous de 50%, donc de comprendre de sa force actuelle, pour permettre à l'activité solaire accrue, donc qui sera la pré-micronova, d'effondrer la civilisation de surface qui est basée sur l'électricité, sur Internet et globalement sur l'informatique en réalité. Donc effectivement, c'est quoi une micronova? Alors je vous fais un petit rappel par rapport à ça parce que on a beaucoup parlé dans les scénarios de fin du monde de 3 jours d'obscurité. En réalité, il n'est pas question de 3 jours d'obscurité, ça nous a été expliqué. En fait, c'est 3 jours pendant lesquels le Soleil va diminuer son rayonnement en intensité
avant justement son explosion type micronova. Alors, c'est pas une explosion, mais c'est une radiance importante. Ça va faire comme une nova, mais ce sera une micronova et le Soleil ne va pas mourir pour autant. C'est un comportement micronova, donc du Soleil. Et avant ce comportement micronova, donc cette explosion de lumière, ce feu d'artifice de rayonnement solaire, eh ben, il va y avoir 3 jours justement de rayonnement qui sera diminué, et c'est ce qui fait que dans les prédictions, on retrouve cette notion de 3 jours de nuit. Mais ce n'est pas 3 jours de nuit, c'est juste qu'il y aura un petit peu moins de lumière que ce que nous avons l'habitude. Mais ça, on le verra sans doute peut-être plutôt du vaisseau, ou alors, sauf si vous habitez dans des îlots de lumière qui auront été dûment protégés pour vivre cette transition, le grand tsunami, etc., puisque la micronova va déclencher tout un tas de catastrophes à la surface de la planète. Voilà. Donc, le bouclier magnétique sera à 50%, donc le plasma solaire, il pourra venir défoncer quelque part ce bouclier magnétique de la Terre, et ça va déclencher l'extinction de tout ce qui est électricité, électronique, informatique, Internet et tout ce que vous voulez. Et donc, ce sera la fin de cette civilisation technologique. Voilà. C'est ce qu'il veut dire. Mais je pense qu'on aura déjà probablement évacué pour une bonne partie la surface de la planète, où on terminera de l'évacuer. Enfin, les forces de la lumière s'arrangeront pour évacuer tout le monde avant que tout ceci n'ait lieu. Et donc, il y a un schéma qui est donné également par rapport à cet effondrement du champ magnétique terrestre. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne donne pas la source de son graphe. Voilà, on arrive à la fin de cette mise à jour de situation planétaire. Donc, je rappelle qu'à la fin de cette mise à jour, il nous indique que tout ce qui vient d'être dit entre 2025 et 2032, donc ce cycle de 7 ans, tout ceci n'implique pas que l'événement se produira aussi tard qu'en 2032, car la date de l'événement doit encore rester confidentielle. Et victoire de la lumière. Voilà, donc moi j'ai envie de dire, pas de bras, pas de chocolat. Vous co-créez par votre travail l'événement, donc pas de bras, pas de chocolat. Si vous ne le co-créez pas, vous n'aurez pas l'événement. Vous attendrez 2032, tant pis pour vous. Et en attendant, est-ce que certains de nos auditeurs souhaiteraient faire des commentaires ou poser des questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit avant de mettre un terme à cette émission? Donc je vous écoute. Et bien sûr, Chafi, Chiara, Sandrine, n'hésitez pas si vous avez des commentaires complémentaires à donner. Oui, je précise qu'il y a des étiquettes qui sont mises. Vous savez, c'est des mots-clés qui sont mis aux publications de Cobra. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et là, les étiquettes qui ont été mises à cette publication étaient 11-11, le portail du 11-11, 2025, bien sûr, événement, Neptune, Nouvelle Renaissance et Pluton. Et parfois, il est assez intéressant de s'interroger sur les étiquettes qu'a mises Cobra, donc ces mots-clés référents aux articles. Et je précise également que l'illustration que j'ai utilisée sur le site Révolution Vibratoire pour illustrer cet article, fin de cycle, est une peinture de François Boucher, vous savez, ce peintre initié au mystère, qui s'appelle Le Triomphe de Vénus, puisque cette fin de cycle marquera le triomphe de Vénus. Des commentaires, des réactions? Je ne vois pas de main levée. Tout le monde est peut-être pressé d'aller se coucher puisqu'on approche de minuit, heure française, heure de Paris. Et sinon, je vous invite tout simplement à apporter votre conclusion, puisque j'ai eu 3 co-animatrices ce soir, donc Sandrine, Chiara, Chafinette. Allez, je vous invite à apporter votre conclusion et puis on mettra un terme à cette émission bien tardive aujourd'hui. Tout d'abord, merci Hervé pour ta constance, ton courage à chaque fois et la foi que tu as. Et tu nous aides à tenir un petit peu la chandelle le temps que les choses se explosent, arrivent. Donc tout ça est bien perché. Et on a hâte, l'heure du verdict approche à grands pas, donc on saura bientôt ce qu'il en est. Très bien. Tu connais le sens de l'expression tenir la chandelle, Chafinette? Et ça, c'est quand on est amoureux et puis qu'il y a une troisième qui vient. Mais on peut l'extrapoler, on peut l'extrapoler. Tu as compris. L'essentiel, c'est que oui, d'accord. Ok. Donc, je passerai sur la définition de l'expression, mais j'ai compris. Voilà, tenir la chandelle, c'est tenir la lumière, autrement dit. C'est ce que tu voulais dire, bien évidemment.
nous aider à nous éclairer avec cette petite chandelle sur le chemin pénible de cette attente qui n'en finit pas. D'accord, très bien. Très bien, je te remercie, Chafinette. Merci beaucoup. Chiara, un mot de conclusion peut-être? Oui, rapide. Enfin, moi, je suis optimiste, comme souvent d'ailleurs. Je ne vais pas lancer une discussion maintenant, justement, ça doit être une conclusion. Mais je suis optimiste à cause du changement de doctrine nucléaire de la Russie. J'ai l'impression qu'on a réussi à inactiver les capacités nucléaires des autres. Et c'est pour ça que l'événement peut être lancé, il sera lancé, à mon avis, après les élections américaines. Voilà. D'accord. Eh ben, écoute, nous verrons. Nous verrons. Qui vivra verra. Merci. Merci, Chiara. En tout cas, merci beaucoup pour tes informations, tes interventions pertinentes ce soir. Sandrine, éventuellement, un mot de la fin également? Oui, ben moi je trouvais que cette mise à jour, elle était particulièrement intéressante et optimiste aussi sur l'horizon des événements. Il faut savoir lire entre les lignes aussi avec Cobra et surtout bien observer les mots, donc le pas écrit en majuscule. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et tenir la lumière en méditant aussi. Alors non pas pour les psychopathes, hein, mais surtout pour aider les victimes. Et n'oublions pas que nous sommes des étincelles de la source et que nous agissons en tant que source aussi. Je vais partager sur le canal de méditation que la méditation pour la paix en Moyen-Orient en ce moment, pendant quelques jours là, et avec la méditation flamme violette à faire. Et aussi la méditation pour le désenchevêtrement du rôdeur, qui va aider énormément aussi les forces de lumière. Nous sommes des catalyseurs et donc nous ancrons la lumière en restant, on va dire, émotionnellement le plus léger possible. Et c'est surtout ça qu'il faut voir et qu'il faut aussi intégrer au maximum de ce que l'on peut, hein, parce que c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut essayer de ne pas nourrir le louche. Au maximum, ça aidera grandement pour l'arrivée de l'événement. Voilà, donc on continue à tenir la lumière et puis merci beaucoup à toutes et tous. Merci Hervé, merci Chafi, merci Chiara, merci tous les auditeurs et passez une très belle nuit. Merci beaucoup, Sandrine. En guise de conclusion, donc moi je rappelle donc l'annonce donc du Radio Pléiade mardi de la semaine prochaine, le 8 octobre, une émission à ne pas manquer sur les liens d'âme et les familles d'âme, hein, je précise bien, on va parler de liens et de famille, on ne va pas parler que de famille parce que souvent il peut y avoir des confusions entre les deux et on va vous expliquer tout ça. En tout cas, on va avoir une approche phénoménologique de la chose. Ça va être très très intéressant. On se retrouve également après Padoue donc pour une émission pour vous débriefer l'atelier de Padoue et sans doute qu'il y aura plein de choses à raconter également. Et voilà, et pour les courageux, éventuellement, si vous voulez, je vais laisser le salon ouvert. Si vous avez encore le courage de faire un after, pourquoi pas. En tout cas, moi, vu l'heure, je vais aller me coucher. Donc, merci à tous pour votre attention. C'était super d'avoir accepté de nous écouter en démarrant une émission à 10 heures. Je ne referai plus ça, j'espère. En tout cas, rendez-vous mardi prochain. C'est à 21 heures à l'heure habituelle. Merci à tous pour votre attention. Vous êtes formidables et surtout tenez la lumière, tenez bien la lumière et faites ces méditations pour la paix, comme l'a indiqué Sandrine en rappel. Voilà. Bonsoir à tous et à très bientôt. Dans 20 petites minutes, méditation minuit 15. Eh bien, merci. C'est parfait. Effectivement, il était bon de le rappeler. N'allez pas vous coucher tout de suite. Dans 20 petites minutes, à minuit 15, vous avez des devoirs à faire. Allez, ce sera les derniers de la journée. Allez, bonne nuit à tous.